Merci de votre présence. Alors, on va faire un très très grand voyage, bien sûr géographique, mais comme la Terre est limitée, ça va. Non pas qu'on en fait vite le tour, mais on va voir à quelle vitesse notre espèce a fait le tour de la Terre. Et je vais vous emmener dans des périodes quand même beaucoup plus anciennes que la préhistoire. Par définition, la préhistoire, c'est l'étude des vestiges archéologiques ou culturels, donc les outils laissés par les premiers hommes et même les australopithèques. Alors évidemment, quand on parle des dinosaures, on dit aussi animaux préhistoriques. Donc on va le prendre dans ce sens qui est faux. Et on va voir que nous allons passer d'un moment où il y a des migrations obligées poussées par les climats, la tectonique des plaques et les variations du niveau des mers, comme des océans des courants océaniques. Mais petit à petit, on va voir qu'une espèce particulière, c'est-à-dire l'homme et surtout même les hommes et surtout notre espèce, elles vont entamer des migrations qui sont complètement inhabituelles par rapport à tout ce qu'on peut connaître dans le reste du monde vivant. Alors, comment se fait la science? Vous savez que les théories de l'évolution font l'objet de beaucoup de controverses aujourd'hui avec les retours des fondamentalismes religieux. Et il y a deux types de personnes qui réfléchissent sur l'homme. Les personnes qui restent assises sur leur chair, dans leur laboratoire ou dans leur université ou leur certitude, qui bougent jamais leur derrière et qui ne bougent pas leur pensée, mais eux ont de la vérité sur l'homme. Et puis celles et ceux qui décident de faire de grands voyages. Et les sciences, notamment les sciences de l'évolution, ont toujours été l'œuvre de personnes qui ont fait de très très grands voyages et qui ont traversé le monde. Ça commence avec Marco Polo jusqu'à les découvertes des fossiles en Afrique, en passant par Huxley, Darwin et par exemple aussi Théodore Monod, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que cela. Alors, voici deux des protagonistes qui vont bouleverser le monde. Il s'agit de Charles Darwin, qui fait un très grand voyage alors qu'il a 22 ans. Il entreprend cette aventure, il ignore que ça va durer 5 ans. Donc il part à 22 ans sur le Beagle et ce voyage va évidemment bouleverser le monde. Seulement, regardez, il y a des revues formidables qui font des numéros spéciaux qui sont très très bien faits. Je pense aux numéros spéciaux du Point. Il y en a un sur les voyages qui ont changé le monde, rien sur Darwin. La France est un pays qui refuse de comprendre Darwin. C'est hallucinant. Je ne comprends pas cette espèce de fixette contre Darwin qui est critiquée sans être jamais lue. Celui qui est à droite se nomme Russell Wallace. Alfred Russell Wallace est quelqu'un qui était de l'époque de Charles Darwin, qui également fait de grands voyages, et c'est lui qui va inventer le concept de biogéographie, c'est-à-dire la répartition des populations des espèces sur la Terre, en tout cas sur les régions terrestres. Bon, aquatiques, c'est une autre affaire, mais nous, on va s'intéresser qu'à cela. Et Russell Wallace est un monsieur qui, contrairement à Charles Darwin, n'aura pas beaucoup de chance dans sa vie, et il sera toujours aidé par Charles Darwin, c'est ça qui est important. Et tous les deux, en novembre 1858, publieront donc le premier texte sur la sélection naturelle. Darwin publiera son grand livre un an plus tard, et Darwin aura toujours été un fidèle soutien de Wallace, qui finira sa vie comme un très très grand militant socialiste. D'ailleurs, c'était un très grand penseur de tous ces changements du 19e siècle. Donc on a affaire à des gens très importants. D'un côté, la famille Darwin va contribuer à faire le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, d'un point de vue industriel et social, et Russell Wallace y participera d'une autre manière. Donc on a affaire à des gens qui bougent, qui vont voir les biodiversités, qui voyagent, qui se confrontent aux autres, mais qui ne sont jamais, jamais des personnes qui restent complètement en dehors des préoccupations de leur temps. Donc de grands scientifiques. Donc voici ce fameux voyage du Beagle qui va changer le monde, ça va durer 5 ans. Et tous les voyageurs qui sont à pied, à cheval, c'est Darwin, et en bateau, Darwin faisait les trois, eh bien, c'est des gens qui prennent le temps de se déplacer et de rencontrer les autres. Et ces personnes vont découvrir les diversités, qu'elles soient d'ailleurs naturelles ou culturelles. Et chemin faisant, ils vont finir par comprendre que ces diversités viennent d'une histoire. La découverte de l'évolution, mesdames et messieurs, ce n'est pas la mise en évidence des fossiles, c'est parce que vous avez de grands voyageurs qui ont été capables de comprendre que selon les régions du monde, il y avait des populations qui se ressemblaient ou qui se ressemblaient moins. Et c'est comme ça que le voyage parmi les diversités est celui de l'ouverture vers le temps profond, comme disait Stephen Jay Gould, donc l'évolution. Charles Darwin
donc, est un immense scientifique, comme vous le savez, et en 1871, il publie La filiation de l'homme en relation avec la sélection sexuelle, ou par le sexe, comme on dit maintenant en France. Et dans son livre, il fait l'hypothèse que les origines de l'homme sont africaines. D'ailleurs, Darwin, dans L'origine des espèces, en 1859, ne parle pas des origines de l'homme. Pas plus que Jean-Baptiste de Lamarck, d'ailleurs, exactement un demi-siècle plus tôt. Mais cependant, tout de suite, il va y avoir des dérives qui vont donner le racisme pseudo-scientifique. Et Darwin, en 1871, produit un livre extraordinaire dont on reparlera en conclusion avec les hommes de Néandertal. Et là, il fait l'hypothèse que nos origines à nous sont africaines. Et comment est-il capable de mettre en place cette hypothèse? Eh bien, grâce à son ami Thomas Huxley, le grand-père d'Aldous et de Julian, Thomas Huxley, donc un jeune homme fougueux et extraordinairement brillant, eh bien, il a une bonne connaissance des grands singes. Et c'est intéressant parce que Darwin n'a quasiment jamais mis les pieds en Afrique. Il est passé au Cap-Vert 2 fois, à l'aller-retour. Il est passé au Cap de Bonne-Espérance, mais Darwin n'a jamais visité l'Afrique. Et comment est-il capable de nous dire que nos origines sont africaines? Eh bien, il se trouve que l'homme est partout. Comment, pourquoi? Et déjà, Darwin, dans ses voyages, notamment en Amérique du Sud, il perçoit bien que ces Amérindiens, ce sont des populations qui se ressemblent, mais aussi avec des différences. Et Darwin sera le premier à faire 2 hypothèses. Et ça, c'est dans son autobiographie. La première en disant que toutes ces ressemblances et ces différences proviennent d'une histoire. Donc il va être le premier, mais dans les années 1840, à dire que les Amérindiens peut-être ont une histoire commune et qui viennent d'ailleurs. Et deuxièmement, comme il découvre des fossiles, il est premier à se poser la question, mais est-ce que l'homme ne serait pas déjà le responsable de la disparition des grandes faunes qu'il découvre, des faunes de la préhistoire, qui au passage peuvent vous surprendre. Dans le meilleur film qui a jamais été fait sur la fin de la préhistoire actuellement, c'est L'âge de glace numéro 1. C'est parfait. Ah non, mais c'est exactement ça. C'est l'âge de glace numéro 1. C'est vraiment les faunes de la fin de cette époque. Et donc Darwin a déjà une conscience. Et Darwin, et ça je l'ai écrit dans De Darwin à Lévi-Strauss, mon livre précédent, enfin oui, c'est pas le dernier, c'est donc l'avant-dernier. Et Darwin a déjà conscience que l'expansion du mode de vie occidental est un danger pour l'avenir de la planète. Vous vous rendez compte, ce jeune homme, il n'a même pas 30 ans, 40 ans, il combat le racisme et il prend conscience que l'expansion du mode de vie occidental, en apportant des maladies, de nouveaux modes de production, de nouvelles formes d'économie, de nouvelles formes de dépendance, présente certainement un danger pour l'avenir de l'humanité, en tout cas une menace, parce que le danger, alors qu'on est en pleine époque de progrès, c'est pas encore ça, mais déjà il le perçoit. Donc vous voyez, comme quoi cet homme avait une belle perception, et j'ai toujours pas dit pourquoi il pense que nous venons d'Afrique, mais l'homme est partout, et il dit quelle est l'espèce la plus proche de l'homme dans la nature actuelle. Il pense que c'est les chimpanzés, son ami Thomas Huxley pense que ce sont les gorilles, mais il met en place quelque chose qui est extrêmement puissant et que l'on va voir, notamment pour l'expansion de notre espèce, c'est que si 2 espèces se séparent, forcément, si elles se séparent d'une population ancestrale, eh bien, il va y avoir une région géographique à partir desquelles elles vont diverger. Et on appelle ça la vicariance. Et donc, l'homme, on ne sait pas d'où il vient, mais si les chimpanzés, c'est une hypothèse, n'ont pas quitté le berceau originel de nos origines communes avec nous, les hommes d'aujourd'hui, les chimpanzés ayant évolué également pour leur propre compte, ils ne sont pas restés en panne d'évolution, il dit que nos origines sont africaines. Eh bien, mesdames et messieurs, il va falloir attendre un siècle avec Louis Leakey, Yves Coppens et compagnie pour qu'on admette nos origines africaines. Alors comment? Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les relations de parenté, lorsqu'on est capable de très bien définir quelles sont les espèces qui se ressemblent les plus les unes aux autres, eh bien, on est capable de faire des hypothèses vérifiables, testables, donc scientifiques, sur les migrations du passé. Mais je vais vous emmener à une époque qui est beaucoup plus ancienne. Nous sommes à la fin de l'Éocène, c'est-à-dire une période qui est vers 40 millions d'années. Et à cette époque-là, à l'Éocène, la Terre a une température moyenne par rapport à aujourd'hui de 15 degrés supplémentaires. Vous savez qu'avec les 2 degrés qui vont nous tomber dessus, à minima, on ne va pas rigoler dans 50 ans, enfin nos enfants. Là, vous imaginez ce que c'était. Or, il faut imaginer que la Terre, chers amis, était quasiment recouverte de forêts depuis un cercle arctique à l'autre. Et c'est là que vont se déployer ce qu'on appelle les primates, le groupe des mammifères adaptés à la vie dans les arbres. Et on les retrouve, comme vous le voyez ici, en Amérique du Nord, pas en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique,
en Asie. Et nous avons un premier âge d'or extraordinaire avec des espèces qu'on appelle les adapiformes, etc. Je ne vous embête pas avec ces termes barbares. Mais en tout cas, les radeaux des singes sont les forêts. Quand les forêts rentrent en expansion, les singes partent avec. Quand les forêts rétrécissent, les singes, évidemment, repartent avec. Donc cette période, c'est avant la grande coupure qui avait été décrite par un paléontologue il y a fort longtemps déjà, un paléontologue suisse, Tellin. Eh bien, il se passe une chose tout à fait monumentale d'un point de vue climatique il y a environ plus de 40 millions d'années, autour de 40 millions d'années. L'Antarctique, qui était relié à l'Amérique du Sud et à l'Australie à l'époque, l'Antarctique se détache, se déplace au niveau du pôle Sud, et là, vous avez la mise en place d'une formidable glacière, et nous avons donc une chute de température de 10 à 15 degrés en moyenne sur la Terre. Et de fait, à partir de là, nous allons avoir une suite de l'histoire pour les singes qui, elle, va se recroqueviller sur l'Afrique. Parce qu'évidemment, cette chute de température, qu'on appelle la grande coupure, font que les forêts se ramassent sur la bande des tropiques, et la suite de notre histoire va devenir donc africaine, avec beaucoup d'incertitudes sur les origines actuellement des premiers singes, également en Asie, parce qu'évidemment on a vu qu'il y en avait, donc je ne vous embête pas avec. Donc on va se repartir cette fois-ci sur l'Afrique, nous sommes au Miocène, et donc après la grande coupure, nous avons donc l'émergence des singes dits modernes, alors pas les singes d'aujourd'hui, hein, qui sont d'anatomie moderne, dont cet Aegyptopithecus qui vient du Fayoum, mais il y en a plein d'autres, celui-là est tout à fait emblématique, et nous sommes donc vers 35 millions d'années, un peu plus, et là nous avons une très très grande diversité. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que nous, les singes, ou les primates, enfin primates et singes, c'est comprendre les lémuriens, nous sommes un groupe qui a toujours été très diversifié depuis le début de l'ère tertiaire. Hein. D'autres groupes, par exemple, entre le groupe des chevaux et le groupe des vaches, pour faire simple, périssodactyle et artiodactyle, je sais qu'on n'emploie plus ces termes, mais pour faire simple, eh bien, par exemple, il y a un groupe qui domine. Au départ, c'est le groupe des chevaux et des rhinocéros, puis ensuite arrivent les vaches et les antilopes. Donc il y a un groupe qui prend la place de l'autre. Jamais personne n'a pu prendre la place des niches écologiques des singes. Dès que les singes et les primates avant montent dans les arbres, tout le monde dégage. Nous sommes les seigneurs des couronnes des arbres. C'est aussi simple que ça. Ou ils vont vivre dans la nuit, ou ils vont s'envoler. Par exemple, les chauves-souris sont très proches de notre groupe. Donc tout ça, c'est un âge d'or des singes qui annonce les singes modernes. Il y a plusieurs lignées, on ne rentre pas dans les détails. Et c'est là que nous allons avoir l'émergence justement de notre groupe à nous, les hominoïdes. Les hominoïdes actuels, c'est l'homme, les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans. On peut accrocher aussi les gibbons. Mais nous sommes plus très nombreux, nous les hominoïdes actuels. Les grands singes actuels ne représentent que 5 espèces. Or, lorsque nous sommes en Afrique, dans la deuxième grande période de l'expansion de la lignée des singes, eh bien, nous avons une diversité qui est reconstituée ici, avec, à l'heure actuelle, une centaine d'espèces fossiles de notre famille des hominoïdes, certains qui sont quadrupèdes avec encore une queue et qui sont très arboricoles, d'autres au sol qui sont déjà plutôt massifs, qu'on appelle les proconsuls, et qui ont perdu l'appendice caudal, et d'autres qui commencent comme en haut à droite à suspendre, proches des Morotopithecus. Donc, en fait, c'est notre âge d'or. Nous autres, les hominoïdes, c'est-à-dire les grands singes, le groupe auquel appartient l'homme, hominoïde, ça veut dire qu'il ressemble à l'homme, notre âge d'or, c'était entre 35 et 20 millions d'années en Afrique, enfin plutôt 25 et 15 millions d'années en Afrique, pardonnez-moi, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Voici un de ces beaux fossiles, le proconsul, qui est représenté en bas à gauche. Donc, tout va bien pour nous, et ça va tellement bien que vers 19 millions d'années, l'Afrique va se retrouver à nouveau avec un pont terrestre qui la relie à l'Asie, car à cette époque-là, donc au cours du Miocène, il y avait, enfin au début du Miocène, il y avait une mer épicontinentale qui, en fait, recouvrait le Proche et le Moyen-Orient. Donc, nos chers ancêtres hominoïdes étaient très bien installés dans les forêts d'Afrique, ils dominaient en termes de biodiversité, et à un moment donné, il y a des changements tectoniques qui font que ce qu'on appelait la vieille Tétis, une mer épicontinentale, c'est-à-dire une mer qui est sur les terres, qui est peu profonde, qui relie à la Méditerranée, à l'océan Indien, eh bien, cette partie-là va disparaître et un pont terrestre s'ouvre donc entre l'Afrique et l'Asie. Et là, on va avoir d'importants échanges de faune. Évidemment, avec de tels changements climatiques, vous imaginez bien que les forêts et les écosystèmes changent. Et à partir de là, nous autres, les hominoïdes, nous sommes toujours en Afrique, bien sûr, mais là, on n'a plus beaucoup de fossiles pour les périodes après 15 millions d'années, et nous allons nous répartir
rapidement sur les franges méridionales de l'Eurasie. Donc, voici le schéma auquel on est confronté. Donc, au départ, pour résumer ce que j'ai dit, mais je vais très vite, avant 35 millions d'années, on avait des ancêtres des primates qui étaient là et là, enfin des primates fossiles. Ensuite, on va avoir cette grande coupure qui refroidit globalement le climat terrestre. Et donc, les singes vont se répartir avec leur forêt dans la bande des tropiques. On trouve donc des candidats à l'origine des singes dits modernes, à la fois en Asie, mais surtout beaucoup plus en Afrique. Et puis, enfin, le plus important, c'est que vers, en ce qui concerne notre super famille à nous, les hominoïdes, donc vers 20 et 15 millions d'années, nous sommes connus ici. Et vous avez, vous voyez, cette mer épicontinentale qui est là. Et vers 19 millions d'années, c'est mon collègue, j'ai oublié son nom, donc Herbert Thomas qui avait mis ça en évidence, nous allons avoir des passages. Et là, les grands singes vont se répartir en Afrique, ils y sont déjà. On ne sait pas trop comment, on sait qu'il y en a qui vont aussi au sud, mais ceux-là, ils vont se retrouver en Europe et donc en Asie. Et vous avez encore à nouveau une représentation de ces bouleversements tectonique. Alors cette carte aurait besoin d'être rafraîchie, mais néanmoins vous donne une idée, effectivement, de ce qu'on appelle une radiation adaptative. Donc ce sont des migrations qui ne sont pas évidemment volontaires, mais la devise des grands singes hominoïdes, qui est la nôtre, jusqu'à l'apparition du genre Homo, c'est « jamais sans mon arbre ». Donc, ils voyagent avec donc, les forêts qui sont leurs radeaux terrestres. Donc il y a aujourd'hui, ça date de plus de 10 ans, cette carte. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont été découverts, notamment en Espagne, comme Pierolapithecus, etc. Donc c'est notre deuxième âge d'or. Donc voilà une belle expansion extraordinaire qui fait que, par exemple, en Europe, nous avons des formes qui marchaient debout, comme les Éréopithèques, avec la Méditerranée qui est derrière. Et bien cette grande lignée, qui va être très diversifiée en Europe, va s'éteindre vers 6 millions d'années. Pourquoi ? Parce que la tectonique des plaques a un petit frisson. L'Afrique bascule dans ce sens-là pour vous. Ça ferme le détroit de Gibraltar. Et comme vous savez, Gibraltar, c'est un courant puissant qui vient de l'océan Atlantique vers la Méditerranée. Hein, c'est pour cette raison que les marins de l'Antiquité avaient du mal à sortir du bassin méditerranéen. Seuls les Phéniciens avaient trouvé la technique pour traverser ce qu'on appelait les colonnes d'Hercule. Et donc la Méditerranée est un bassin déficitaire. L'évaporation est plus importante que l'eau apportée par les fleuves et les rivières. Donc c'est l'océan Atlantique qui fournit la différence. Et si ça se ferme, eh bien ça s'assèche. La Méditerranée, c'est quasiment asséché il y a 6 millions d'années. Vous imaginez bien ce que ça peut donner comme impact sur, évidemment, les écosystèmes et les singes qui en dépendent, jamais sans monde d'arbre. Et donc, toute cette lignée des grands singes asiatique va disparaître. Il y en a un ici, il vient de Grèce. Alors, il s'appelle Uranopithecus en Grèce, il s'appelle Ankarapithecus en Turquie, mais c'est le même. Hein. Et donc, voilà l'Oréopithèque qui marchait debout, d'ailleurs, tous marchaient plus ou moins debout. Donc, c'est une grande expérience qui va s'éteindre avec les changements climatiques. Sur l'Asie, eh bien, on va avoir une très très grande lignée aussi, qu'on appelle les pongidés, du nom de Pongo, de l'orang-outan. Cette lignée va formidablement se diversifier avec des formes géantes qu'on appelle les yétis. Vulgairement, ce sont les gigantopithèques. Alors, gigantopithèque ne ressemblait pas à cet abruti comme un gorille qui se fait piquer bêtement. Non, en fait, c'était des super orang-outans. Et nous avons une lignée absolument extraordinaire. Vous voyez une mandibule de gorille, vous voyez une mandibule de gigantopithèque. Alors, ce n'était pas l'abominable bête des neiges. Hein. En fait, plus les bêtes sont grosses, plus ça mange de végétaux. Donc, c'était un super mangeur de bambou et qui s'est fait piquer la place par les pandas. Donc, vous voyez, ça nous donne une autre vision du panda. Donc, et les hommes les ont connus parce que les derniers gigantopithèques, en fait, ont disparu il y a à peine 100 000 ans pour certaines données. Donc il y a eu une très grande expansion de la lignée asiatique avec des ramapithèques, des civapithèques, etc. Il y en avait beaucoup. Et aujourd'hui, il ne reste que les orang-outans. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, ces pongidés absolument merveilleux, dont il reste aujourd'hui que les orang-outans de Madagascar et de Sumatra, eh bien, vont disparaître parce que nous entrons dans les âges glaciaires. Donc, et les âges glaciaires font que quand c'est une période chaude, eh bien, les forêts s'étendent. Quand c'est une période froide, les forêts se rétrécissent. Et nous, les grands singes, qui avons des rythmes de reproduction qui sont beaucoup plus lents que celles des autres singes, nos concurrents, eh bien, nous allons subir la compétition. Et pour l'Asie, ça s'appelle les macaques. En fait, ces singes qu'on appelle les macaques en Afrique et les autres qu'on va voir, qui sont les babouins, les macaques en Asie, les babouins, pardonnez-moi, en Afrique, eh bien, les macaques, ce n'est pas les primitifs. Évidemment, ils sont moins proches de nous d'un point de vue des relations phylogénétiques, c'est-à-dire évolutionnistes.
Mais ce groupe est en pleine expansion. Souvenez-vous tout à l'heure quand je vous disais qu'au moment de l'âge d'or de notre superfamille, les hominoïdes, eh bien, ils sont où les ancêtres des macaques, des babouins, des antelles, des colobes et compagnie qui sont une centaine aujourd'hui? On n'en connaît qu'un ou deux. Et en fait, ils entament leur super expansion à cette époque-là. Et le groupe des grands pongidés, notamment les yétis, gigantopithèques, vont subir à la fois les impacts des changements climatiques liés aux glaciations, mais aussi la compétition avec les macaques. Donc vous voyez, ça nous donne une autre façon de regarder les macaques. Et voilà ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a 20 millions d'années, nous dominons dans les forêts d'Afrique. On ne connaît pas les ancêtres des macaques et des babouins actuels, antelles, colobes, cercopithèques, qui sont une centaine. Et vous voyez, au fil du temps, notre biodiversité décroît, cette fois-ci à l'avantage des autres singes à queue qu'on a considérés comme primitifs et qui, en fait, sont en pleine expansion par rapport à nous, en termes de biodiversité, bien sûr, j'entends. Dans ce désastre, en fait, parce qu'on voit bien que notre lignée des hominoïdes est en voie d'extinction dans cette affaire, la seule lignée qui va résister, c'est la nôtre. La lignée africaine, dont on ne connaît pas les origines avant la séparation des chimpanzés et des hommes. Et en fait, la seule lignée qui résiste, c'est la nôtre, dont on connaît la répartition à la fois donc, sur l'Afrique occidentale, centrale, orientale et australe. On va les voir. Et nous, on va avoir fort à faire, non pas avec les macaques, mais avec les babouins. En fait, ces babouins que vous voyez là, il y a une douzaine d'espèces, personne n'est d'accord sur le nombre d'espèces de babouins, mais les babouins que vous voyez là, mesdames et messieurs, ce sont eux qui vont prendre la place de Lucie et des australopithèques. Ce sont des clients sérieux. Donc vous voyez, on vous a toujours raconté l'évolution de l'homme glorieux qui émerge depuis comme ça. Ben, ça ne s'est pas du tout passé comme ça quand vous élargissez votre regard et vous regardez ce qui s'est passé donc, au cours de l'ère tertiaire. Alors on y va pour la lignée humaine. Ben, on a mis du temps à aller en Afrique, hein, notamment en raison de cette devise célèbre de la reine Victoria d'ailleurs, qui dit à l'époque de Darwin, l'homme descendrait du singe, pourvu que cela ne soit pas vrai. Mais si cela devait être, prions pour que cela ne se sache pas. Et en dessous, ça c'est la mienne, cacher ces singes qu'on nous ne saurions voir. D'ailleurs, au passage, je remercie la Cité des Sciences qui a toujours été attentive à ce genre d'approche. Alors, comment on peut voyager et reconstituer les migrations? Eh bien, d'abord, il faut une bonne méthode. D'abord, il faut une bonne approche, ce qu'on appelle la systématique qui permet d'ordonner, de classer les espèces. Eh bien, pendant longtemps, vous l'avez appris comme moi, on disait que voilà, il y a un groupe de grands singes qui est là, qu'on appelait les pongidés, donc l'ancienne terminologie pour eux. Et puis à côté, il y avait l'homme. Alors, on imaginait que tous ces gars-là se ressemblaient les plus les uns aux autres. Et il est vrai que si c'était à côté de moi, ça semblerait à peu près évident. Et puis il y a l'homme comme ça, hop, qui part dans la savane et qui est libéré. Ça, c'est le grand schéma qu'on a tous en tête. De toute façon, on a été nourris depuis la mamelle comme ça. Ce sont nos autologies fondamentales. Alors, ceci dit, ce n'était pas évident de voir les choses autrement, ce que pourtant avaient fait Darwin et Huxley. Et à partir des années 60, on est capable de comparer les espèces, comme on fait des tests de paternité chez nous, ou des tests de maternité. Enfin, en général, les mères savent qu'elles sont les mères de leurs enfants. Pour les pères, c'est plus compliqué, enfin parfois. Et là, du coup, les molécules, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de poils, ça n'a pas d'écologie, donc il n'y a pas d'a priori. Et en comparant les systèmes sanguins, aujourd'hui, avec les séquençages du génome, eh bien, on s'aperçoit que les relations sont comme celle-ci. Il y a donc l'homme, deux frangins qui sont les chimpanzés et les bonobos, hein, les bonobos étant les chimpanzés graciles, les chimpanzés étant les chimpanzés robustes, donc je dirais chimpanzés et bonobos, ce sera plus simple. Ensuite, ils sont nos cousins, et après, le gorille, notre cousin germain. Et après, les orang-outans sont encore beaucoup plus éloignés. Alors ça, c'est important parce que moi, quand j'ai commencé mes études, dans les années, fin des années 70 en paléanthropologie, alors que je venais du monde de la physique théorique, donc je venais avec une formation de sciences un peu plus dure, je dirais, j'entendais toujours mes enseignants dire « l'homme descend du singe ». Puis un jour, je dis « mais attendez, c'est qui ce singe ?» Depuis Darwin, mesdames et messieurs, on ne s'est jamais occupé des singes pour parler des origines de l'homme. C'est aussi simple que cela. Entre Darwin et moi, personne. Parce que ça semblait une évidence liée à nos théologies, nos philosophies, nos sciences humaines, etc. Et donc, on n'avait pas du tout d'idée sur ce qu'étaient ces relations précises avec les chimpanzés, les gorilles et les orang-outans. Et puis, je me rappelle, je vous ai parlé des civapithèques, ramapithèques. On avait trouvé Lucie en 1974. Moi, 5 ans plus tard, je fais mes études. Et on me raconte encore qu'avant Lucie, c'est peut-être en Asie. Vous voyez? Donc, quand on dit l'homme descend du singe ou d'un grand singe, on n'est pas capable de faire une hypothèse géographique. Et du coup, c'est la notion de dernier ancêtre commun, donc le DAC, dernier ancêtre commun, qui nous permet de faire 3 hypothèses. Premièrement, d'établir une relation de parenté
précise, donc ça, c'est très clair. À partir de là, 3 hypothèses. Vous pouvez avoir une hypothèse sur la date de séparation. C'est ce qu'on appelle là l'horloge moléculaire, parce que 2 espèces qui divergent accumulent bien sûr de plus en plus de mutations, et ça, on peut le mesurer, ce n'est pas dans le chuisme, on y arrive. Donc 5-6 millions d'années. Deuxièmement, on peut faire une hypothèse, comme avait fait Darwin, sur la géographie. Donc, je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour Darwin, c'est l'Afrique. Et troisièmement, on peut reconstituer en partie à quoi ressemblait, d'un point de vue anatomique, le dernier ancêtre commun, ce qu'on appelle le morphotype ancestral en notre jargon. Et ça, c'était plutôt mon travail. Donc, vous voyez, alors qu'avant, c'était absolument impossible à faire. Du coup, comme je vous disais, quand on a une bonne classification, on peut faire ces 3 hypothèses géographiques, en termes de date et de reconstitution. Et voici donc la première grande hypothèse qui, depuis Darwin, n'avait jamais été proposée et qui n'avait jamais été de qualité scientifique. N'en déplaise à certains et certaines, mais ce n'est pas votre cas, la seule hypothèse testable depuis Charles Darwin, c'est celle d'Yves Coppens, l'East Side Story. C'est aussi simple que ça. Avant, on se baladait partout, on ne savait pas comment ça se passait. Yves Coppens fait une synthèse remarquable au début des années 80, où il se sert de la paléanthropologie, et la paléanthropologie nous dit que les plus anciens fossiles connus, comme Lucie, sont à l'est des vallées du Rift, que vous voyez là. On en a en Afrique du Sud, mais on ne peut pas les dater à l'époque, mais ils sont plus récents de toute façon. Parmi les milliers de fossiles qu'on a là, aucun fossile de grand singe, donc nos chimpanzés et de gorilles actuels. Par contre, les chimpanzés et les gorilles actuels sont tous à l'ouest. Bon, ça déborde un peu au niveau du lac Turkana. Les géologues nous disent que les vallées du Rift se déforment vers 6-7 millions d'années. La génétique nous dit que nous nous séparons vers 6-7 millions d'années. Alors ça, c'est fondamental dans nos disciplines, mesdames et messieurs, on appelle ça la consilience. C'est-à-dire quand des disciplines scientifiques indépendantes convergent toutes vers le même modèle. Consilience. Donc je vous le rappelle, les fossiles, la biogéographie des singes actuels, la génétique, enfin paléogénétique, enfin plutôt l'horloge moléculaire, et la géologie. Et cette hypothèse, évidemment, est testable. Du coup, alors voici ces vallées du Rift, que dit Darwin, de Coppens, quel lapsus. Il dit, voilà, ces vallées se déforment vers 6-7 millions d'années, ça crée une barrière géographique, et là, vous avez moins de transferts entre les populations, et c'est comme ça que, par vicariance, vous avez donc la divergence de 2 lignées, s'il n'y a plus de retour. Alors aujourd'hui, les choses ont changé, comme vous le savez, on repart vers la West Side Story, parce que ces dernières années, on a Toumaï qui a été trouvé là, et qui est, lui, daté de 7 millions d'années, et qui tient la corde, pour l'instant, pour être le premier représentant de notre lignée, alors qu'on a un fossile ici en Éthiopie, qui s'appelle Ardipithecus, qui, quant à lui, est plutôt proche des chimpanzés, et qui marchait, d'ailleurs, debout mieux que les chimpanzés. Donc, tout est retourné actuellement. Donc, voici ces 3 fossiles, aujourd'hui, donc, autour des origines de la lignée humaine, donc du dernier ancêtre commun, Toumaï, qui tient pour l'instant la corde, Aurorine du Kenya, de 6 millions d'années, et Ardipithecus, qui depuis a fait l'objet de découvertes beaucoup plus précises. Donc voilà Aurorine à gauche, voilà Toumaï à droite, mais ce n'est pas notre sujet. Alors après ça, que se passe-t-il? Eh bien, on voit bien avec la découverte des Australopithèques et avant Toumaï, que ça a beaucoup bougé aussi à cette époque-là. Pendant longtemps, depuis les années 1920, on avait donc d'abord trouvé les Australopithèques ici. À partir des années 1960, exactement 1959, on les a en Afrique de l'Est, donc Afrique orientale. Et puis en 1995-96, Michel Brunet, donc, qui a succédé entre guillemets à Yves Coppens au Collège de France, trouve un Australopithèque. On n'a qu'une seule mandibule, mais cette seule mandibule nous dit une chose, c'est qu'il y a une biogéographie beaucoup plus importante qu'on l'imaginait. Donc les Australopithèques ont bougé, on continue à en trouver, il y a une très grande biodiversité, mais pour l'instant, nous ne savons pas vraiment quelle a été leur expansion géographique. Et les choses vont changer, parce qu'effectivement, nous sommes des hominéides, et je vous l'ai dit, on est très dépendants du monde des arbres, parce que les arbres, c'est bien, ça nous protège, il y a de la nourriture, c'est plutôt sympathique, mais évidemment, s'éloigner des arbres, c'est une autre affaire. Et il y aura des changements climatiques à partir de 3 millions d'années, c'est une fois de plus Yves Coppens qui avait mis ça en évidence la première fois, et à partir des Australopithèques, qui ont fort à faire avec l'expansion des babouins, comme je vous l'ai dit, eh bien, on va voir émerger 2 grandes lignées. Les Australopithèques dits robustes, qui eux vont se spécialiser et avoir une plus grande dépendance vis-à-vis de ce genre d'environnement, donc de savane arborée. Et puis une lignée qui va être les premiers hommes, qui ne va pas dans la savane découverte comme ça à cette époque-là, mais qui commence à fréquenter de plus en plus assidûment donc, les marges des savanes arborées
et des savanes ouvertes. Et c'est là qu'arrive, donc on a beaucoup de controverses, on en a parlé récemment, qui est le premier homme? Bon, pour Yves Coppens et beaucoup, les premiers hommes, on en a parlé il y a un mois, apparaissent vers 3 millions d'années, 2,8 millions d'années. Moi, sans être conservateur, et d'autres, bien sûr, il n'y a pas que moi aussi, sinon ça n'aurait aucune importance, nous pensons que le genre homo, le genre humain, apparaît plus récemment. Et pour deux raisons. Bien sûr, pour des caractères anatomiques, des caractères culturels, mais aussi parce que, justement, voici arrivé le premier singe migrateur, c'est-à-dire Homo, le genre Homo. Ce squelette a été découvert en 1985, il vient de Nariokotome, au Kenya, et vous voyez qu'en dessous du crâne, il est comme nous. Alors, il faut me croire, mais il est comme nous. Et là, vous avez l'anatomie du coureur des savanes. L'homme, en fait, le genre Homo, va être le premier hominoïde depuis, en fait, 25 millions d'années, qui va s'affranchir du monde des arbres. Et en plus de ça, son évolution lui en donne les moyens, puisque ces très longues jambes, avec le pied, qui est une architecture absolument extraordinaire pour la marche, nous donne d'abord une grande stature. Ce squelette, c'est celui d'un enfant, enfin d'un adolescent âgé de 9 ans. Peut-être les périodes de la vie sont plus courtes à cette époque, mais néanmoins, il fait déjà 1,59 m, à moins qu'on soit tombé sur l'ancêtre de Michael Jordan, c'est quand même quelque chose. Donc il est de grande taille. Une grande taille, quand vous êtes bipède, c'est hyper impressionnant. Alors longtemps, on nous a raconté « Ah ouais, mais les hommes ne pouvaient pas sortir de la protection des forêts parce que les vilains prédateurs allaient leur tomber dessus. » Et vous savez, c'est le mythe d'Épiméthée, Prométhée, qui raconte... Alors le mythe n'est pas qu'occidental. Hein. Le monde a été créé, qu'importe de la manière dont il a été créé. Les espèces sont créées et le créateur ou les créateurs ont toujours la bonne idée de donner un avantage aux uns et aux autres. Alors les uns peuvent courir vite ou se défendre avec des bois ou des cornes. Les autres ont des crocs ou des griffes. Alors voilà, tout le monde a sa chance. Puis on arrive au bout de la création, il reste l'homme. Ah, plus rien dans le stock. Alors c'est pour ça que le brave Prométhée, les gentils, il a donné le feu. Bon, ça lui a coûté quand même assez cher à ce pauvre gars. Bon, en attendant, il y a cette idée qui traîne que l'homme arrive nu et sans défense dans les savanes. Là, je peux vous dire, archi faux. Un homme ou une femme tout seul, face à un léopard, les ennuis sont pour lui ou elle. Mais à partir de 2, les emmerdements, c'est pour les autres. Et une étude a été publiée il y a moins d'1 an qui montre que quand les premiers hommes commencent à s'engager dans des milieux plus ouverts, les premières espèces qui vont être éliminées, ce sont les super-prédateurs. Je peux vous dire que les hommes, à l'époque, ils n'ont pas traîné pour s'organiser. Les gros matous qui leur cherchaient des noises, avec des canines comme ça n'a pas duré trop longtemps. Bon, quelques centaines de milliers d'années, mais en tout cas, ils les ont eu. Donc, quand arrivent ces gars-là qui sont vraiment très grands, il y a aussi une physiologie particulière, une physiologie de la course. L'homme est une espèce absolument étonnante, car nous avons en fait le système locomoteur le plus simple. Nous sommes le seul mammifère qui ne marche et ne court que d'une seule allure, c'est-à-dire le trot. Où je saute, c'est la course. Nous n'avons qu'une seule allure. Vous avez tous cette petite musique en tête. Un cheval, quand il est au pas, c'est 4 temps. Tac, 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 tac. Le trot, tac, 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 c'est nous. Et le galop, tac, 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 c'est 3 temps. Nous n'avons qu'une seule allure. Nous allons aussi avoir, en termes d'évolution, une pilosité différente. On n'a pas moins de poils que les chimpanzés, nous avons une autre physiologie. C'est-à-dire qu'on a des poils plus courts là où ils ont long, et on a des poils là où on en a, et eux n'en ont pas, notamment les parties génitales. Et les cheveux qui poussent aussi constamment, mais ça, il n'y a pas que nous, il y a aussi les orang-outans. Bref, la bête de course. L'homme est le seul animal qui peut courir un marathon, même plus. Je ne sais pas si vous connaissez cette ethnie du nord du Mexique, qu'on appelle les Tarahumaras. Avant le petit déjeuner, ils font 60 km en montagne, en sandales, tranquille, histoire de se mettre en forme. Vous voyez ? Ils peuvent courir 160 km. L'homme entraîné, c'est une bête de course hallucinante. Et la chasse à courre, elle n'a pas commencé à cheval, elle a commencé derrière le cul des antilopes. Vous prenez une antilope à 10 h du matin, vous courez derrière, elle est cuite à 17 h. Parce que les autres animaux ne peuvent pas évacuer la chaleur comme nous, notamment ils n'ont pas les glandes sudoripares. Aucune espèce ne peut jouer une partie de tennis comme on connaît chez nos champions. Nous sommes une espèce absolument extraordinaire. Donc d'un seul coup, arrive cet homme
puissants, de grande taille. Ça peut vous surprendre ce que je vous dis, mais nous sommes de très très grosses bêtes. Parmi les 200 espèces de primates et de singes, le plus gros c'est le gorille, après c'est nous. Et je ne parle pas des Américains. Et dès que vous dépassez les 40 kilos, ça impressionne. Ça impressionne. Il y a très peu de bestioles plus grandes que nous. Vous êtes impressionnés par les plus grandes que nous, c'est normal. Parmi les 4500 espèces de mammifères, 1700 espèces de rongeurs, le plus gros c'est le capybara, c'est grand comme un épagnol breton. Chez les chauves-souris, 1100 espèces, c'est le vampire, 15 kilos, ça vous fait peur, mais vous faites debout, il fait demi-tour. Hein. D'accord? Chez les prédateurs, un lion et un tigre, ça se négocie difficilement. À partir du léopard, vous pouvez discuter. Mais là, c'est quand même dangereux parce que les peuples d'Amazonie le savent avec les osselets, etc. Mais en gros, un léopard, c'est pas plus gros que nous. Sauf qu'évidemment, s'il vous cherche, c'est un peu embêtant. Donc, voilà, nous sommes une grosse bête, et nous sommes donc une grosse bête impressionnante, organisée, et en plus, une grosse bête qui commence à construire son monde. Commence une deuxième coévolution. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de notre compétition avec les babouins, avec les macaques, et en fait, ce ne sont pas les espèces qui évoluent, ce sont les écosystèmes. Nous co-évoluons. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de migration et de course, ça s'appelle la course de la reine rouge. Hein, c'est bien Lewis Carroll. Nous sommes toujours dans un système d'interdépendance extrêmement complexe avec les micro-organismes, les nourritures, les parasites, les prédateurs, nos compétiteurs, etc. Ce sont les communautés écologiques qui évoluent. Donc ça s'appelle la course de la reine rouge. Ça vient de Lewis Carroll, parce que Alice est avec la reine de cœur, elle court, le paysage les suit. Alice s'étonne de ne pas avancer. Et la reine de cœur lui dit mais pourquoi vous êtes étonnée, ma fille? Ben écoutez, moi, dans mon pays, quand je marche, quand je cours, je me déplace par rapport au paysage. Et la reine de cœur de lui répondre ma fille, sachez une chose, dans ce pays, il vous faudra courir le plus vite possible pour rester à votre place. Et à partir de là, l'homme va être la seule espèce, notamment parmi les primates et les singes, à pouvoir s'adapter à une grande diversité de systèmes écologiques. En plus de ça, en plus de ses capacités physiologiques et anatomiques et morphologiques que je viens d'évoquer, l'homme, donc, va commencer à entamer une deuxième coévolution, c'est-à-dire ses inventions technologiques et techniques et alimentaires vont façonner aussi sa biologie. Et ça continue aujourd'hui, d'ailleurs. Donc ça, c'est la deuxième coévolution. On a toujours la coévolution avec les micro-organismes, la grippe, hein, c'est un bon exemple, hein, Ebola qui nous tombe dessus, etc. La deuxième coévolution, eh ben, par exemple, la cuisson. Ce n'est pas la cuisson de la viande qui va améliorer votre régime alimentaire. La viande crue, carpaccio, ça va très bien. Tartare, ça va très bien. Par contre, une patate crue, c'est autre chose. Et donc, en cuisant les tubercules, vous récupérez 16 fois plus d'énergie. À partir de là, un verrou physiologique qui, en fait, limitait la croissance du cerveau, qui est l'organe le plus consommateur d'énergie, eh bien, je ne dis pas que ça devait arriver, mais en tout cas, ça va faire sauter ce verrou physiologique. Et l'homme, donc, va développer ses capacités cérébrales. Et donc, les techniques et les cultures vont maintenant faire partie de notre évolution. Donc, vous voyez, vous mettez en même temps nos techniques, nos innovations culturelles, plus nos capacités physiologiques et biologiques, eh bien, vous avez une espèce qui va commencer à dominer le monde. Et ça va aller très vite, car en fait, dès qu'on voit apparaître ces hommes vers 2 millions d'années, très vite, on les a ici à Manici. Manici, c'est la Géorgie. D'un côté, c'est l'Europe. De l'autre côté, c'est l'Asie. Et très rapidement, donc, le genre Homo va se déployer sur ce qu'on appelle l'ancien monde, c'est-à-dire l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Et là, c'est le deuxième grand paradoxe. Souvenez-vous ce que j'ai dit. Nous autres, les hominoïdes, nous dominions notre petite planète des singes dans les forêts du Miocène. Et puis, au fil du temps, nous avons la pression des autres singes diaqueux, les cercopithècoïdes, donc en Asie les macaques, en Afrique les babouins pour nous. Et c'est la première grande expansion. Et après ça, donc, nous avons l'extinction de la lignée européenne, quasiment éteinte pour les orang-outans, donc aujourd'hui en Asie, et là on y contribue, et ça se maintient en Afrique. Le deuxième grand paradoxe, c'est que quand apparaît le genre Homo, vers 2 millions d'années, enfin le vrai homme, hein, là tout le monde est d'accord, hein, on se dispute sur savoir si l'homme c'est 2,8 ou 2 millions d'années, mais à partir de 2 millions d'années, on les a, hein, là au moins on est tous d'accord, hein, nous autres les paléanthropologues. Eh bien, quand les hommes, le vrai genre Homo apparaît là, eh bien, nous avons d'emblée, je l'ai un peu esquissé, un impact sur les espèces les plus proches de nous. Donc j'ai parlé des prédateurs qui nous cherchaient des noises, mais en fait, dès que les grands hommes apparaissent vers
donc qu'on appelle Homo erectus, en fait, je n'ai pas donné son nom, Homo erectus, vers 2 millions d'années, très rapidement, les autres espèces qui sont proches des origines de l'homme, qu'on appelle Homo habilis, Homo rudolfensis, ou même un peu plus tard les descendants de Lucie, qui eux vont résister plus longtemps parce qu'ils sont plus spécialisés, mais néanmoins, vers 1 million d'années, ils disparaîtront, on les appelle les paranthropes. Eh bien, en fait, d'emblée, vous savez bien que quand deux espèces divergent depuis un ancêtre commun, donc elles partent avec quasiment les mêmes bagages adaptatifs, si elles ne divergent pas, une des deux disparaît. Eh bien, les premières victimes collatérales de l'expansion et du succès du genre Homo, ça va être évidemment les membres les plus proches de notre famille, les descendants des Australopithèques et des autres hommes, entre guillemets, sur lesquels personne ne s'accorde depuis 40 ans. Donc, on en est là. Et donc, voilà, c'est le deuxième paradoxe. Du coup, de cette grande diversité des Australopithèques et des premiers hommes, il n'y a plus qu'une seule branche qui se maintient, mais cette seule branche a déjà éliminé les autres, mais en se répartissant sur ce qu'on appelle donc l'ancien monde. Comment ça se passe? Eh bien, on n'en sait pas grand-chose, parce qu'on a des outils, donc, parce que là, la préhistoire vient nous épauler à côté des ossements. En gros, on n'est pas capable de vous dire si on a plusieurs lignées ou une seule lignée, si tout le monde bouge. Il est sûr que ça bouge, mais personne n'est capable, sur les données qui sont de plus en plus nombreuses, d'établir un schéma cohérent. Donc voilà le schéma sur lequel nous allons nous asseoir maintenant. C'est qu'en gros, donc, nous allons sortir d'Afrique. Nous sommes toujours en Afrique, bien sûr. Hein. Donc Homo ergaster, qui est la forme, c'est ce squelette qu'on a vu tout à l'heure, ou c'est l'Homo erectus africain, c'est pareil. Et là, aujourd'hui, voilà le schéma sur lequel nous sommes. Vous avez une lignée qui va aller sur l'Asie, qu'on appellera les Homo erectus au sens strict. Et cette lignée que l'on suit à Java, c'est là qu'ils ont été découverts en premier, ensuite en Chine, Zhougoudienne, maintenant on en a un petit peu en Inde, les découvertes s'accumulent en Chine, on n'a pas grand-chose sur le centre de l'Asie, on commence à en avoir du côté de la Malaisie et du Vietnam, mais ils sont quand même assez récents, ce n'est pas des Homo erectus. En gros, on a cette lignée d'Homo erectus sur l'Asie, et puis vers 800 000 ans, on y reviendra tout à l'heure, il y a eu un événement qui est très discuté, très discutable néanmoins. Il y aurait une petite branche qui, depuis Java, donc depuis des Homo erectus patentés, aurait traversé pour la première fois un détroit marin, qui est le détroit de Lombok, depuis la partie la plus orientale de Java et en allant vers l'île de Flores. Et ce serait peut-être la plus ancienne navigation, à vue bien sûr, hein, parce que le détroit de Lombok, c'est pas très loin. On voit donc l'île de l'autre côté. Mais comme vous le savez, je ne suis pas marin, mais quand vous avez deux îles qui sont proches, ce sont des courants qui sont quand même assez puissants entre ces îles. Donc ce n'est pas évident à traverser comme ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc on va les revoir dans un instant, ces hommes de Flores. Sur la partie occidentale de l'Ancien Monde, c'est-à-dire le Proche-Orient, l'Europe et l'Afrique, eh bien, on va avoir une branche que l'on va appeler par commodité Homo heidelbergensis. Et Homo heidelbergensis est l'ancêtre commun de Néandertal l'Européen et de nous, les Homo sapiens, les Africains. Mais depuis 3 ans, nous avons un renouveau des sciences préhistoriques et de la paléanthropologie russe. Et voilà qu'à Denisova, dans l'Altaï, donc au sud de la Sibérie, ils ont extrait donc, de l'ADN d'une phalange. Alors, vous savez, c'est amusant parce que moi, je me souviens, il y a plus de 20 ans, ce qu'on appelle aujourd'hui la police scientifique, et la gendarmerie notamment, venait au musée de l'Homme pour s'inspirer de nos techniques. Et ce que vous voyez maintenant dans les scènes de crime, etc. Alors, bien sûr, depuis, ils ont mis en place leurs propres techniques. Et bien aujourd'hui, c'est nous qui nous inspirons d'eux parce que quand on découvre une nouvelle grotte, eh bien, on ne rentre pas dedans. C'est comme une scène de crime, sauf qu'il n'y a pas eu crime. Et pourquoi? Pour ne pas polluer la scène archéologique, et parce que l'ADN est une molécule très fragile, comme vous le savez, et qui absorbe tout ce qui passe, enfin, d'un point de vue moléculaire. Et donc voilà, c'est un juste retour des choses qui est assez intéressant. Et justement, on n'a qu'une seule phalange de Denisova, une phalange. On sait que c'est une femme, on extrait l'ADN, et voilà que nous sommes confrontés à une lignée mystérieuse, dont l'étude de l'ADN mitochondrial. Je rappelle que nous avons 2 types d'ADN. Hein, l'ADN de nos cellules qui, au moment de la méiose, se répartit en chromosomes. Et donc, c'est celui qui nous sert pour la reproduction et évidemment et qui code pour les caractères que nous avons. Et vous avez l'ADN dans des organites qui sont dans le cytoplasme des cellules, qu'on appelle les mitochondries, et cet ADN ne se transmet que de mère à enfant. Alors, c'est génial, parce que comme ça se transmet que de mère à enfant, on peut reconstituer les lignées. Et on le fait bien sûr avec l'ADN du chromosome chromosome Y pour les hommes, le plus petit d'ailleurs. Bon, alors,
Donc du coup, c'est génial parce que on commence à s'apercevoir qu'il y a eu beaucoup plus de monde qu'on ne l'imaginait. Et on sait que cette lignée de Denisova, donc, qui est en Russie, là au centre de la Russie, on est vraiment au début de la Sibérie, dans l'Altaï, eh bien, cette lignée donc, a divergé vers 1 million d'années. Et puis voilà qu'il y a 6 mois, nos collègues espagnols, et une équipe internationale bien sûr, a trouvé de l'ADN de Denisova, accrochez-vous, chez les Néandertaliens d'Atapuerca, c'est-à-dire en Espagne. Donc ça a bougé. Comment? On ne sait pas. Donc pour l'instant, on dit que Denisova est une lignée centra-asiatique parce que c'est là qu'on a découvert en premier, mais franchement, on en est là. Ce qui est mieux connu maintenant, et d'ailleurs c'est l'objet, tout ça vous l'avez dans mon dernier livre, Le Retour de Madame Néandertal, nous avons ensuite un tronc commun qui va être celui qui va se scinder de part et d'autre de la Méditerranée, avec au nord, depuis 500 000 ans, ceux et celles qui deviendront les hommes et les femmes de Néandertal, et nous au sud, les Homo sapiens. Là, évidemment, nous avons l'archéologie, nous avons la paléogénétique, donc les gènes extraits des ossements fossiles, et nous avons bien sûr les ossements qui convergent tous vers ce schéma. Donc imaginez, mesdames et messieurs, qu'il y a à peine 40 000 ans, c'est-à-dire hier, il y avait, sur l'ancien monde, Afrique, Europe, Asie, il y avait peut-être 4 espèces d'hommes différentes. Nous étions, parce que les fossiles l'indiquent, nous les Homo sapiens, nous sommes ancrés sur l'Afrique depuis 200 000 ans, 300 000 ans, et nous allons jusqu'au sud du Proche-Orient. Au nord de la Méditerranée, c'est Néandertal, mais on vient de s'apercevoir que ce gars-là aussi bougeait beaucoup, parce que grâce à l'ADN fossile, on sait qu'ils allaient jusqu'en Sibérie. Donc Néandertal, hein, vous avez tous joué au risque, le jeu là de stratégie. Vous savez qu'on ne peut jamais tenir l'Asie. C'est impossible. On perd si on veut tenir l'Asie au risque. Eh ben, Néandertal l'a fait lui. Okay, donc il l'a tenu depuis l'Atlantique jusqu'à la Sibérie. Ensuite, ces mystérieux et mystérieuses hommes et femmes de Denisova, qui eux se baladaient. Et puis les petits hommes de Flores. Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Donc voilà l'état de la Terre il y a donc environ 40 000 ans. Ça c'est Néandertal, bon, je vais tout de suite passer à la prochaine. Et qu'est-ce que l'on sait depuis très peu de temps? Ben, c'est que Néandertal, ce n'était pas le gros abruti qui était centré sur l'Europe ici, occidentale. D'ailleurs, s'il fallait mettre une effigie sur le drapeau européen au milieu des étoiles, il faudrait mettre un crâne de Néandertal. Je revendique ça. On sait maintenant que nous avons en fait une très grande répartition des Néandertals qui bougeaient beaucoup. Et Néandertal, nous sommes capables de définir 3 grands groupes. Les Néandertaliens dits classiques qui sont sur la France, l'Allemagne, la Belgique et l'Europe centrale. Ceux que j'appellerais du Club Med, mais aucun rapport avec la dette. Donc ils sont en Espagne, en Italie, sud de la France, jusqu'en Grèce, qui sont moins prononcés dans leur caractère, et tout un groupe qu'on avait complètement négligé jusque-là, qui est celui-ci. Celui-ci qui est réparti depuis le Proche-Orient, qui passe par le corridor de la mer Noire. Alors, dans mon dernier livre, Le Retour de Madame Néandertal, vous découvrirez qu'effectivement, nous avons des relations sexuelles avec eux, et qu'on le sait depuis très peu de temps. Alors, j'ai oublié le nom russe ici, mais c'est Okalinov, je crois. Nous avons Néandertal qui est jusque-là. Alors, tout ça, ça bouge. Tout ça, ça bouge parce que, justement, nous avons les ossements qui ne sont pas assez nombreux, mais heureusement, nous avons les traces de gènes. Et ce qui est assez passionnant, comme je vous l'ai dit, on a découvert les premières traces de Denisova dans ce coin-là, et on a des traces ADN ici. Donc ça veut dire que Denisova et Néandertal, ça bougeait et ils ont fricoté ensemble. Mais on va voir que c'était le cas aussi pour nous. Donc qu'est-ce qui fait que ces hommes et ces femmes bougent? Eh bien, il y a quelque chose quand même de particulier dans le genre Homo. Je ne parle pas que de notre espèce. Car depuis que le genre Homo est apparu en Afrique il y a 2 millions d'années, franchement, il n'est pas poussé que par les changements climatiques. Si ce n'est que vers 2 millions d'années, l'homme ne sort pas seul d'Afrique. L'homme va sortir avec les communautés écologiques savanicoles. C'est-à-dire que vers 2 millions d'années, la communauté écologique de la savane africaine, qui est celle du lion, qui est celle des antilopes, qui est celle des babouins gélada, qui est celle des guépards, enfin les ancêtres de ceux d'aujourd'hui, tout ça bouge ensemble. Donc pardonnez-moi pour l'expression triviale, je ne veux pas être vulgaire, mais ils suivaient le cul des antilopes.
Et les lions qui combattaient dans le Cycle Maxime, comme les lions que l'on voit peints dans la grotte Chauvet, sont issus de cette migration hors d'Afrique de ces communautés écologiques. Mais quand la communauté du lion savanicole arrive à l'est, sur les marges de l'Inde, là, il y a une autre communauté, qui est celle du tigre. Le tigre est au lion, ce que les daims et les cerfs sont aux antilopes et aux gazelles. Et là, vous ne passez pas. Car je vous ai dit, ce sont les communautés écologiques qui évoluent. Donc une communauté écologique qui se déplace, rentrer dedans, ça ne va pas être évident. Donc il y a une espèce de répartition entre l'Est et l'Ouest qui fait que nous aurons les communautés écologiques issues de l'Afrique savanicole qui va se répandre sur l'Europe, bien sûr sur l'Afrique, une partie du Proche-Orient et un petit peu sur l'Asie dite mineure. Mais de l'autre côté, nous avons en fait dans une grande diagonale, nous avons donc en fait donc ici c'est donc les lions vont sortir avec les hommes etc. Ils vont aller jusque là et là vous avez une grande diagonale et là ça passe pas, c'est le tigre avec ses communautés écologiques. La seule espèce qui passe, c'est l'homme. L'homme est la seule espèce, à partir de déjà cette époque-là, qui est capable de s'installer dans tous les systèmes écologiques. C'est la seule espèce. Les lions n'y arrivent pas, les tigres n'y arrivent pas, les antilopes n'y arrivent pas, etc. Seul l'homme est déjà dans une espèce de puissance écologique, comme j'emploie ce terme, qui lui permet de s'installer partout. Donc, voilà le monde tel qu'il était il y a encore 40 000 ans. Et puis, ben voilà ces fameux lions de la grotte Chauvet. Hein, et c'est là que nous allons, nous, les Homo sapiens, entamer notre expansion. Car jusqu'à il y a 50 000 ans, grosso modo, 50 000 ans, 40 000 ans, personne ne prend le pas sur personne. Quand il fait froid, tout le monde descend, on se rencontre au Proche-Orient. Quand il fait chaud, tout le monde remonte. Donc vous avez donc des migrations forcées, donc poussées par les changements climatiques, mais aucune espèce, la nôtre Homo sapiens, ne prend le pas sur Néandertal ou ne prend le pas, Denisova, on ne sait pas trop, Flores, ils sont dans leur coin. Mais en tout cas, il n'y a pas de mouvement majeur d'une espèce par rapport à l'autre à travers les migrations de ces populations. Mais là, il se passe quelque chose de nouveau. Donc on voit bien, ce n'est pas une question d'espèce, c'est l'apparition, non pas d'Homo sapiens, de notre espèce, mais de l'homme moderne, c'est-à-dire vous et moi, ou les 6 ou les 7 milliards d'hommes et de femmes aujourd'hui, 7 milliards 300 millions d'années. Alors vous lirez dans beaucoup de livres qu'effectivement, ce sont des cartes qui commencent à dater un peu, que la génétique, etc., nous disent, et la linguistique, on va y revenir dans un instant, que l'on part d'Afrique vers 50 000 ans. Non. Il va falloir décaler ça, c'est vers 100 000 ans. Donc, en fait, notre espèce, parce que ce sont des données récentes qui viennent d'arriver en préhistoire, notamment dans la péninsule arabique, ce qu'il faut bien comprendre dans ce que je vous dis, mesdames et messieurs, c'est qu'aujourd'hui, les généticiens, les linguistes, et même ceux qui étudient les mythes, les études comparées, sont capables de reconstituer d'une manière dont on ne peut pas le faire, nous, les paléontologues, d'une manière beaucoup plus précise, les schémas de peuplement de la Terre. Pourquoi? Parce que les peuples se déplacent avec leur langue, leur gènes et leur mythes, tout simplement. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas la date. Donc ils ont besoin d'ancrer ce filet de données extrêmement précis, en tout cas plus précis que ce qu'on peut faire nous autres, les paléanthropologues avec nos ossements, ou même les préhistoriens, qui sont quand même plus précis que nous au passage. Mais ce sont des grands filets, si vous voulez, qu'il faut ancrer. Et ça, évidemment, c'est ce qui peut être daté, c'est forcément les fossiles et l'archéologie. Donc il se trouve qu'on a mis en évidence, nos collègues préhistoriens, des sites préhistoriques qui sont ici. Et donc, de fait, on a descendu de 40 000 ans le filet tel qu'il est reconstitué du peuplement géographique et des migrations donc, de notre espèce Homo sapiens. Donc, voilà où nous en sommes. Donc, Néandertal est là. Denisova, on ne sait pas trop. Nous, on est là. Flores, ils sont dans leur petit coin, là, mais ils ne vont pas tarder à avoir une mauvaise visite, c'est-à-dire nous. Et nous allons sortir, donc, du berceau africain. Et là, c'est un article qui est sous embargo, mais je peux en parler quand même. Parce qu'on ne s'était jamais posé la question, depuis quand l'homme navigue? Eh bien, mesdames et messieurs, nous autres, les Homo sapiens, nous allons être en Australie, et peut-être même en Amérique du Sud, avant d'être en Europe. Pourtant, on vient de l'Afrique et du Proche-Orient. L'Europe, c'est plus près. Et pour quelle raison? On va avoir du mal à s'installer en Europe? Néandertal, évidemment. Et donc, ça va aller extrêmement vite. Et on sait aujourd'hui que les plus anciennes traces
d'économie du littoral. Alors là, par exemple, des collègues préhistoriens et anthropologues nous disent que l'Afrique, notamment le Sahara, a eu des effets de pompe. Qu'est-ce que c'est que ces effets de pompe? Eh bien, quand il fait humide, évidemment, il y a la végétation un peu partout. Le Sahara est une grande savane. Et puis, quand il fait très sec, notamment pendant les périodes glaciaires, eh bien, les périodes désertiques s'étendent. Et donc, effet de pompe, ça rabat donc les populations humaines sur les côtes. Donc, pour l'instant, les connaissances les plus précises que nous ayons sur l'exploitation des ressources du littoral sont évidemment en Afrique du Sud, mais maintenant, on en retrouve un petit peu par là. Le problème, mesdames et messieurs, c'est qu'aujourd'hui, le niveau des mers est très haut, et donc, à l'époque, ils étaient sur les côtes, quand le niveau des mers était plus bas. Donc, on a un problème d'accès à cela. Donc, on a un coup de chance parce que l'Afrique du Sud a une très belle école de paléanthropologie préhistoire, mais du coup, ça fait plus de 100 000 ans que des populations d'Homo sapiens sont capables de survivre grâce aux ressources du littoral et peut-être des côtes, enfin en tout cas capables de s'éloigner. Et donc forcément, 100 000 ans, vous vous rendez compte, ça fait quand même une sacrée période. Et donc ils ont déjà des maîtrises à minima du cabotage. Donc ça va aller très vite parce que là, les données de la génétique nous aident. On voit qu'on a des grands mouvements qui vont par là, mais ça va tarder parce que Néandertal bloque. On va arriver en Inde, donc là, il va y avoir des mélanges. Et puis là. Et là, mesdames et messieurs, jamais un seul mammifère placentaire, c'est-à-dire des mammifères comme nous, c'est-à-dire des mammifères chez lesquels le petit se développe dans l'utérus et est nourri par le placenta de la maman. Donc tous les mammifères qu'on les entoure sont des mammifères placentaires. Et vous avez un autre grand groupe de mammifères qu'on appelle les mammifères marsupiaux, où là, il n'y a pas de placenta, et le petit, enfin l'embryon, il va dans la poche qu'on appelle la marsupie. Donc il y a deux grands groupes de mammifères qui d'ailleurs, depuis 100 millions d'années, se sont répartis le monde. C'est Yalta. Donc alors l'Afrique du Sud, c'est plus compliqué, mais en gros, sur l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, c'est le domaine des mammifères placentaires. Sur l'Amérique du Sud, on laisse tomber, c'est un peu plus compliqué. Alors, dans les questions, si ça vous intéresse, mais je vous la suggère, c'est là, comment les singes sont arrivés en Amérique du Sud? Mystère. Donc, et puis, là, ce sont les mammifères marsupiaux, qui sont restés protégés de la concurrence avec nous, grâce à ce qu'on appelle la ligne de Wallace. Souvenez-vous, Russell Wallace de tout à l'heure, premier grand biogéographe. Et Russell Wallace, quand il était en Malaisie et qu'il allait, indépendamment de Darwin, mettre en place la théorie de la sélection naturelle, en tout cas le mécanisme, il dit que voilà, il y a une ligne qui est infranchissable. On ne peut jamais aller à pied sec en Australie, quel que soit le niveau des mers. Vous avez donc les fameuses fosses des Mariannes, etc. C'est 10 000 mètres de profondeur. Là, il faut y aller quand même. Donc, sans bathyscaphe, impossible. Donc, il n'y a que James Cameron qui l'a fait récemment, donc c'est vous dire. Donc, et du coup, on sait que nous, les Homo sapiens, partis d'Afrique il y a environ 90 000 ans, poum, il y a 70 000 ans, nous sommes déjà en Australie. Ça va vite. Et là, il y a quelque chose de particulier, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui peut vous pousser à aller au-delà de l'horizon vers l'inconnu absolu? Je vous l'ai dit, 80 km de mer à traverser. Alors des gens me disent, hey, ils ont pris le chemin le plus court. Je leur rappelle qu'ils n'avaient pas Google Maps. Au-delà de l'horizon, vous ne savez pas s'il y a un truc à 50 km ou à 300 ou des milliers de kilomètres. Par définition, vous ne voyez pas au-delà de l'horizon. C'est la définition de l'horizon. Donc, voilà une particularité. Non pas Homo sapiens, mais la version moderne d'Homo sapiens. Et peut-être la seule espèce depuis les origines de la vie, qui migre de sa propre volonté. Et ça, c'est quand même assez hallucinant. Et nous sommes la seule espèce qui va s'installer partout dans le monde. Alors vous me direz, il y a les chiens, mais sans nous, les chiens, ils ne seraient pas passés. Puis nos puces, mais forcément, mais à voyager avec nous, d'accord? Donc, et les poux et compagnie. Et ça va être pareil. Alors vous savez ce qui est incroyable, c'est que maintenant, parce que j'ai regardé ce qui se passe en Amérique du Sud, ici, dans le Kimberley, vous avez des peintures rupestres qui datent de 60 000 ans, avec des bateaux. Et je peux vous dire que ce n'est pas la petite pirogue. On retrouve le même dessin à Pedra Furada. Et Pedra Furada, c'est en plein milieu du Mato Grosso. Et ça date de 50 000 ans. Alors les Américains, qui ont déjà du mal, du Nord, à digérer le fait qu'il y ait eu des Amérindiens qui sont arrivés de l'autre côté avant le Mayflower, vous imaginez bien comme ils ont du mal à avaler la pilule de l'Amérique du Sud qui aurait été peuplée peut-être 30 000 ans avant l'Amérique du Nord. Alors les Latinos adorent. Les Yankees, moins.
Et on est en train de s'apercevoir que les Amériques étaient visitées du nord ou du sud beaucoup plus tôt qu'on l'imaginait. On a des tas de controverses à l'heure actuelle qui sont absolument fascinantes. Donc tout ça, ce sont des données extrêmement récentes. Ce sont des polémiques qui sont bien sûr tout aussi récentes. Mais voilà comment on arrive à reconstituer ce peuplement de la Terre. C'est que, en effet, comme je vous l'ai dit, les peuples voyagent avec leur gènes, leur langue et leur mythe. Alors je donne un bon exemple. Le mythe du Bigfoot. Vous savez, le Bigfoot ou Sasquatch, c'est le mythe du grand singe qui marche debout dans les forêts boréales du Montana ou du Québec. Il n'y a jamais eu de singe en Amérique du Nord. Donc comment il est arrivé ce grand singe? Eh ben, on sait que les populations qui ont peuplé les Amériques, il y a eu plusieurs vagues, mais cette fois-ci en passant par Bering. Mais attendez, même par Bering, ils ne sont pas arrivés à pied. Parce que quand le niveau des mers est bas, bien sûr, la Béringie est dégagée, mais elle est au l'eau. Elle vous attend dans les glaciers, donc vous ne passez pas. Et donc on sait qu'ils sont passés en bateau le long des côtes. Hein, toute la ligne, attendez, je vais revenir en arrière, toute la ligne des Aoussiennes, qui est ici, vous voyez, avec le niveau des mers plus bas, c'est facile. Et en fait, les plus anciens sites d'Amérique du Nord connus d'un point de vue préhistorique sont par exemple les îles en face de San Francisco. Donc en fait, le peuplement le plus rapide, et ça a été extrêmement vite parce qu'ils sont très vite allés en Amérique centrale. Donc en fait, ils sont allés très très vite. On les attendait à pied et ils arrivent en bateau. Même par cabotage, ça va extrêmement vite. Donc, du coup, le Japon, ça va être vers 30 000 ans aussi, donc ça va très vite. Par la Corée, notamment, c'est très facile. Enfin, très facile. Je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, bon, on peut le faire. Hein, et ils l'ont fait. Et derrière cela, donc, il faut bien comprendre qu'il y a eu plusieurs chemins. Il y a, pour l'Amérique du Nord, justement, des résultats assez bien établis depuis longtemps qui montrent qu'effectivement, on a eu plusieurs vagues, 3 vagues bien déterminées par les gènes et par les langues, et par exemple pour les mythes. Alors ça, ce sont des résultats très récents. Hein. Donc l'histoire du Yéti, vous l'avez compris, ce sont des populations, pour l'Amérique du Nord en tout cas, des paléo-amérindiens qui nous viennent donc d'Asie centrale ou d'Asie orientale. Il y a plusieurs, d'ailleurs, il y a plusieurs localisations. Et évidemment, ces peuples ont voyagé avec leur langue et leur gènes, mais leur mythe. Donc le mythe du Bigfoot, en fait, c'est le Yéti, c'est-à-dire notre gigantopithèque que connaissaient les premiers Homo sapiens lorsqu'ils se baladaient sur les contreforts de l'Himalaya. Donc le Yéti, il a voyagé dans la tête, il est devenu Bigfoot. Donc, alors ça nous permet de reconstituer évidemment par consilience, parce qu'effectivement, les gènes et les langues, c'est pas les gènes qui nous font parler une langue, et les langues racontent les mythes, mais ça ne raconte pas le contenu du mythe. Et bien, tous ces schémas-là se superposent et nous permettent de reconstituer de manière de plus en plus précise, effectivement, ce peuplement, à condition, bien sûr, qu'il soit bien ancré par des datations et des données donc, de la préhistoire et de la paléanthropologie. Donc voilà comment on travaille tout ça aujourd'hui. Et du coup, ça nous amène à ces histoires de première migration. Alors, pas à pied cette fois, mais de migration maritime. Et je reviens un petit peu en arrière avec les petits hommes de Flores. Alors ça, c'est une chose qui est générale dans l'évolution. Quand des grosses bêtes arrivent sur une petite île, elles deviennent naines, et les petites bêtes qui arrivent sur une petite île deviennent grandes. Donc les éléphants et les hommes deviennent petits, les rats deviennent grands. Vous avez vu? Donc, à partir de là, eh bien, ça ne va pas louper. Il y a certainement vers 800 millions d'années, si on accepte cette théorie qui est basée sur certains faits assez vérifiables, je dois dire, eh bien, certainement qu'il y a eu chez les Homo erectus de Java vers 800 000 ans des problèmes liés au volcanisme. Et tant bien que mal, il y a 2 espèces de mammifères placentaires qui ont traversé le détroit de Lombok, qui sont donc des Homo erectus et des stégodones, qui sont des éléphants disparus aujourd'hui. Et tous sur l'île de Flores vont évoluer vers le nanisme insulaire. Et d'ailleurs, les hommes de Flores, qui ne faisaient pas plus d'1 mètre, on les voit ici, ils avaient de grands pieds. C'est très marrant. Alors nous, on les appelle les Lilliputiens. Nos copains anglo-saxons les appellent les hobbits, chacun sa culture. Hein. D'accord. Bon, en attendant, ils ne dépassaient pas les 1 mètre, ils n'étaient pas plus grands que Lucie, le cerveau était très peu développé. On a des outils. Alors, on n'a pas beaucoup de fossiles, les datations, il y en a, elles sont récentes. C'est l'archéologie qui nous ramène vers 800 000 ans. Mais en attendant, il est très clair que là, il y a eu un passage qui s'est fait via l'île de Komodo, où là, il y a quand même les varans qui ne sont pas très sympathiques, mais on n'est pas loin d'une des lignes de biogéographie mise en évidence par Wallace. Donc voilà cette Wallacea. Vous voyez, donc on ne peut jamais traverser à pied sec. Et du coup, comme vous le savez, le monde a été longtemps dominé par l'hémisphère nord. Hein.
le conflit nord-sud, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Les pays d'Europe ont dominé le reste du monde. Et nos amis, par contre, d'Australie ou de Nouvelle-Zélande, ils sont très agacés par les maps mondes qui mettent le nord en haut. Donc ils retournent les cartes. Alors nous, ça ne nous plaît pas. On est complètement paumés, mais en tout cas, c'est de bonne guerre. Et justement, nos collègues d'Australie, de Nouvelle-Zélande, surtout les Australiens et les Indonésiens, mais surtout les Australiens, développent des recherches formidables qu'on avait complètement négligées, parce qu'on imaginait toujours que les hommes s'étaient déplacés à pied et qui plus est poussés par les événements climatiques, etc. Mais on voit bien que les hommes, depuis 2 millions d'années, se déplacent, bien sûr, pour des raisons écologiques, mais également parce qu'ils en ont les moyens et qu'ils sont capables de s'installer dans des systèmes écologiques, ce que ne peut pas faire une autre espèce, ou n'importe quelle autre espèce, et que par ailleurs, eh bien, on s'aperçoit que les navigations remontent à bien plus longtemps qu'on l'imaginait. Depuis au moins 100 000 ans pour nous. Bon, certainement, pour les ancêtres des hommes de Flores, ça a été des migrations forcées. Enfin, quand même, à partir de 70 000 ans, ils ne sont pas forcés. Alors, bien sûr, même s'il y a eu des événements... il y a les glaciations, ça je vous l'accorde. Il y a eu des éruptions volcaniques puissantes. Il y a eu 73 000 ans, il y a un volcan, elle a craché, je peux vous dire, c'était quelque chose. Et ça a eu un impact sur la biodiversité et autres. Mais néanmoins, ce n'est pas ça qui amène les hommes en Australie. Parce que quand même, quand vous avez peur, quand vous êtes en danger, vous n'allez pas dire en plus je vais au-delà de l'horizon. Donc ça se prépare, évidemment. Et alors, nos collègues paléanthropologues, qu'ont-ils fait? Eh bien, ils ont fait ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. Donc c'est l'histoire du Kentucky, vous savez, avec Thor Heyerdahl. Vous savez, mais là, ça va dans le sens. Hein. On part d'Amérique du Pérou, et ils sont allés donc vers les Marquises. Mais qu'ont-ils fait? Ils ont constitué leurs équipes avec les étudiants. C'est là que les étudiants sont très utiles. Donc, avec les outils de l'époque, si je puis dire, donc on a pris des outils de pierre taillée, etc. Ils ont confectionné des radeaux. Donc, cette série de radeaux, il y a eu 3 ou 4 tentatives. Ça s'appelle Nalatassi. C'est un nom vernaculaire d'une région de là-bas qui est très belle d'ailleurs. Et ils se sont dit, est-ce qu'on est capable de construire des radeaux avec les techniques, en tout cas les outils au moins de l'époque, et de traverser vers l'Australie depuis la mer de Timor. Alors, ils ont fait plusieurs expériences. Et puis, le Nalatassi numéro 3, ils sont partis avec un radeau, donc avec des ficelles, hein, des lianes, etc. Donc, vraiment, ce qui était disponible pour les hommes de l'époque. Et après 10 jours de navigation, ils ont accosté en Australie. Et devinez où? La ville de Darwin. C'est trop beau. Ils ne l'ont pas fait exprès. Hein. Attendez, ça a pris 10 jours, des milliers de kilomètres, 7000 kilomètres en 10 jours. Donc, c'est complètement possible. Donc, les expériences montrent que l'homme navigue depuis longtemps et qu'il est un migrateur, souvent forcé, mais de plus en plus de son propre chef, de sa propre volonté. Qu'est-ce qui le motivait? Qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête? Je n'en sais strictement rien. Et l'Océanie, on n'en parle jamais, enfin, non d'une pipe. Il y a 30 000 ans, ils sont partis de là, 35 000, ils sont allés à 3000 km. L'Australie, c'est middle of nowhere, comme disent les Américains. Qu'est-ce qui amène... Donc ils avaient des connaissances, bien sûr, sur les courants, les poissons, etc., comme le font les Océaniens d'aujourd'hui, évidemment. Et d'une dernière grande migration qui peut vous surprendre, quelle est la grande partie du monde qui a été colonisée par l'homme en dernier? Pardon? Non, non, les Inuits, ils sont depuis 20 ou 30 000 ans. J'aime mieux. Alors, on ne parle pas de l'Antarctique, pardon? Non, c'est Madagascar. Madagascar, qu'on peut appeler le 8e continent tellement c'est grand, eh bien, Madagascar n'a jamais été colonisé par les hommes avant il y a 2000 ans ou 2500 ans. C'est extrêmement récent. Et les ancêtres des gens de Madagascar, les premiers habitants de Madagascar, ils viennent d'où? Ils ne viennent pas d'Afrique, alors que c'est à côté. Ils viennent de là, donc d'Indonésie. C'est extraordinaire. Donc les gènes, les langues le confirment. C'est incroyable quand même. Donc vous voyez, ce n'est pas toujours les chemins les plus courts qui sont les plus faciles. Parce qu'effectivement, les hommes de Flores, qui ont dû passer par le détroit de Lombok, je peux dire qu'ils n'ont pas dû se marrer, mais je pense qu'ils devaient avoir un volcan aux fesses, donc là, ça vous motive, faut pagayer quand même. Donc, mais on n'en sait pas plus. Okay, mais on sait maintenant qu'il y a vraiment le développement d'une paléanthropologie, d'une archéologie du peuplement des îles, et que ceci a commencé il y a beaucoup plus longtemps, et que la Wallacea de Russell Wallace, il s'en doutait pas, est certainement un des trésors d'archéologie à l'heure actuelle, qui témoigne évidemment de ces migrations volontaires et extrêmement habiles, et avec beaucoup de maîtrise, alors bien sûr il y aura des dégâts, pour cette époque-là. Donc, enfin, c'est quand même extraordinaire d'imaginer quand même qu'ils peignaient les ancêtres des aborigènes, ils peignaient les falaises de Kimberley avant la grotte Chauvet.
30 000 ans avant. Et que peut-être, partis de l'Australie orientale, ils étaient déjà en Amérique du Sud. Et alors pour l'Amérique du Sud, c'est très compliqué, parce qu'il semblerait qu'il y ait eu des passages dans l'Atlantique Sud, dans l'Atlantique moyen, donc par les Açores, peut-être comme l'ont fait les Vikings dans les temps historiques par le nord. Il y a un fossile qui s'appelle l'homme de Kennewick qui a été découvert dans les Rocheuses. Sur sa morphologie, je peux vous dire, alors sur l'os, il faut toujours un peu se méfier. Mais la morphologie, quand même, peut apporter des choses assez précises, quand on est assez fin en morphologie. Et les Amérindiens, d'ailleurs, ne sont pas très contents. Ils ne veulent pas qu'on étudie l'ADN parce qu'il aurait des caractères ostéologiques de la face et du crâne qui évoqueraient les Européens. Et on trouve des pierres taillées d'une magnifique fracture qu'on appelle les points de Folsom, mais là on est vraiment à l'ouest des États-Unis, dont la facture la plus proche d'un point de vue technique et d'un point de vue esthétique aussi se retrouve dans le solutréen. Le solutréen, c'est le sommet de la taille de la pierre taillée de la roche de Solutré, là où elle est Mitterrand, d'accord? Mais c'est pas Mitterrand qui les a faites, hein, d'accord? Ok. Donc, alors, je ne dis pas que ce sont des arguments, mais vous voyez que tout ça est en train de bouger. Pourquoi c'est en train de bouger? Pourquoi on ne s'est pas posé on n'a pas eu ces idées plus tôt? Ben, tout simplement, hop, tout simplement parce que, eh bien, nous pensions que les hommes préhistoriques étaient de gros abrutis, qu'ils étaient poussés par les fauves ou par la faim, qu'ils n'étaient pas capables de prendre des initiatives, qu'ils n'étaient pas capables, effectivement, techniquement, de survivre dans des environnements extrêmement complexes et rigoureux, et surtout de prendre des initiatives. À plusieurs reprises, on l'a vu, combien de fois, on ne sait pas, mais d'aller par-delà les horizons. Donc aujourd'hui, nous sommes en train donc, de reconstituer, vous voyez, cette carte, elle est là, ben, ça ressemble un petit peu à les cartes que nous vendent, vous savez, quand vous prenez l'avion, Air France, où vous avez une carte de toutes les lignes aériennes. Ben, ils l'ont fait, hein, mais eux à pied et en bateau. Hein, vous savez, ces cartes nous montrent tous ces chemins. Donc, voilà, tout ça. Donc vous voyez, ils l'ont fait, et on a mis tellement de temps à comprendre qu'il s'était passé des choses avant le Mayflower et avant Magellan, qu'effectivement aujourd'hui c'est un monde vaste d'ignorance qui se révèle à nous d'une façon absolument fascinante. Et puis pour conclure, nous arrivons à la fin de la préhistoire. Nous les hommes, les Homo sapiens actuels, nous partons de là et on va buter sur Néandertal, j'ai dit. Mais on va buter, mais on va s'aimer. On va se taper sur la figure, hein, les hommes sont les hommes, hein, ils sont néandertaliens, Homo sapiens. Et dans cette salle, toutes les personnes non africaines ont 2 à 4% d'ADN de Néandertal. D'ailleurs, la fréquence d'ADN de Néandertal que l'on a dans les populations d'Homo sapiens actuelles augmente d'ouest en est. Et mon dernier livre parle de ça, parce que ces données sont extrêmement récentes. Parce que quand vous sortez du Proche-Orient, mesdames et messieurs, toum, la direction la plus rapide, c'est quoi? Ben, le corridor de la mer Noire. Et c'est là qu'on a évidemment cet autre groupe de Néandertaliens qui, lui, était moins dérivé. Que s'est-il passé? Donc, jusqu'à 40 000 ans, nous, on est là, Néandertal est là, puis Denis Sauva se balade, mais comment? On ne sait pas. Et là, effectivement, une publication de la semaine dernière, d'ailleurs, nous dit que nous, les Homo sapiens, qui deviennent Cro-Magnons quand on arrive en Europe, nous arrivons en Italie vers 40 000 ans. Donc là, ce sont ceux du Club Med. D'accord? Mais ils disent qu'ils viennent de là. Mais pas forcés. Bon, ils sont passés en bateau. Je veux dire, ce que font malheureusement ces personnes complètement démunies et désespérées qui essaient de traverser de la Tunisie vers la Sicile par l'île de Lampedusa, je peux vous dire qu'ils n'ont pas été les premiers. Hein. Donc, il n'y a aucune raison de les faire passer à pied. Et on est en train de découvrir qu'en fait, ils étaient à Chypre et ailleurs depuis longtemps. Parce qu'on ne s'était pas posé la question, tout simplement, mesdames et messieurs. Alors, il y en a, évidemment, qui arrivent par là, et puis il y en a qui vont tout droit. Et c'est là que c'est intéressant, puisque vous imaginez bien qu'au Proche-Orient, il y a eu toujours des contacts entre ces populations d'Homo sapiens et Néandertal. Il n'y a jamais eu rupture génétique totale, comme il y avait entre les Néandertaliens classiques ici et les Africains subsahariens. Donc, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que nos migrations nous ont permis aussi d'acquérir des caractères et des adaptations que nous n'avions pas. Par exemple, Néandertal a acquis la peau claire, parce qu'on a l'ADN nucléaire, de la peau claire et des yeux clairs, des cheveux roux et peut-être blonds, par voie de sélection naturelle. Ça a pris des dizaines de milliers d'années, c'est-à-dire que
sous les hautes latitudes pendant les âges glaciaires, l'ensoleillement est un problème et on a besoin de vitamine D. Et la vitamine D, c'est les rayons ultraviolets qui passent au travers de la peau. Alors quand on a la peau claire, c'est un avantage. Évidemment, ça passe par les enfants, malheureusement, pour cette sélection. Donc Néandertal a acquis l'adaptation à la peau claire par voie de sélection naturelle. Ça a pris des dizaines de milliers d'années. Et nous qui venons d'Afrique, évidemment, on ne va pas se poser la question sur la couleur de notre peau à l'époque. On était black. On va arriver au Proche-Orient, on va remonter vers le couloir de la mer Noire, et là, il a suffi de faire l'amour avec Néandertal pour capter les bases génétiques, en tout cas l'ADN, de l'adaptation peau claire. Et Darwin, dans son livre de 1871, c'est merveilleux, il disait « Après tout, peut-être que la sélection sexuelle a bien fait plus que la sélection naturelle. » Eh bien, les migrations sont aussi des sources de variation génétique, sont des sources évidemment de diversité. Et alors, mieux encore, je vous ai dit que Néandertal et Denisova se sont rencontrés, puisqu'on trouve chez Néandertal des traces de Denisova, donc forcément. Et puis, aujourd'hui, ils sont durement frappés, comme vous le savez, au Népal, avec ce tremblement de terre qui fait tant de victimes. Eh bien, les fameux Sherpas, on sait depuis 6 mois qu'ils ont acquis, ces Homo sapiens, l'adaptation à respirer en haute altitude un oxygène raréfié grâce aux gènes de Denisova. Et on ne connaît pas les hommes et les femmes de Denisova. On n'a que l'ADN. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à connaître. Tout ça est en train de s'ouvrir, parce que tout ça est encore très très peu connu. Donc c'est énormément bougé. Alors d'emblée, vous allez me dire, attendez là, si on a 2 espèces, par définition, on ne peut pas se reproduire entre nous. C'est la définition de l'espèce biologique. Mais il faut réfléchir en termes de population maintenant. Il est très clair qu'entre des Néandertaliens d'ici et des sapiens de là, même si on fait l'amour, ça ne passe pas. Mais s'il n'y a jamais eu totale rupture de flux génétique, eh bien, il est tout à fait possible que certaines bases génétiques passent, en tout cas partie de l'ADN, et c'est ce que les généticiens ont décrit récemment comme l'introgression. L'introgression, ça veut dire quoi? 2 espèces qui sont séparées récemment, eh bien, s'il n'y a pas eu complètement rupture de flux génétique, il est possible qu'une adaptation récente puisse être transférée horizontalement, en tout cas, entre guillemets. Okay, introgression. Alors l'exemple, j'ai découvert il y a peu de temps. Vous prenez, vous savez, le loup et le bar, c'est le même poisson en fait, hein, ce sont 2 espèces sœurs. Eh bien, vous avez le loup en Méditerranée et le bar dans l'Atlantique. Eh bien, on sait que des adaptations acquises par des loups de la Méditerranée orientale, lorsqu'ils se baladent par migration et qu'ils rencontrent les bars qui viennent de l'Atlantique au sud de l'Espagne, eh bien, par mélange, des adaptations acquises du côté du Nil eh bien, vont passer dans l'Atlantique. Donc c'est encore des sources de variation. Donc ce qu'on ignorait, c'est que les migrations, enfin on s'en doutait un peu, mais en tout cas qu'il y a des processus génétiques, enfin des mécanismes génétiques, pardon, qui liés aux migrations participent de captation d'adaptation et aussi de transmission, enfin en tout cas de travail de diversité. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et si on s'arrêtait là, on dirait quand même, c'est extraordinaire cette aventure humaine. Jamais une espèce n'a fait ça. Et si on était des darwiniens un petit peu caricaturaux, on dirait c'est le triomphe d'Homo sapiens. D'une certaine manière, oui, je vous l'accorde. Mais ce triomphe se paye à un prix exorbitant, quand on le sait maintenant. Aujourd'hui, on parle de biodiversité, Darwin l'avait déjà entrevu, et la longue marche d'Homo sapiens, c'est celle que vous voyez en haut à droite. Notre longue marche, notre succès, est passé par des extinctions de plus en plus massives dont nous sommes la cause, tout simplement. Quand notre espèce Homo sapiens va se répartir depuis l'Afrique, eh bien, nous allons finir par faire rendre l'âme à Néandertal. Néandertal ne finira pas disparaître. Flores, ça va être rapide. Denisova, on ne sait pas trop, mais ils ont disparu aussi. Lorsque nous allons arriver en Australie, nous allons éliminer toutes les grandes faunes, ce qu'on appelle les mégafaunes de marsupiaux, qui n'ont pas eu le temps de s'adapter. Quand nous allons arriver en Amérique du Nord, les super grands mammifères que l'on voit d'ailleurs à la fin, enfin pour certains en tout cas, de l'âge de glace, eh bien eux non plus n'auront pas le temps de s'adapter. Et d'ailleurs, l'extinction de ces mégafaunes, c'est-à-dire des grands mammifères, hein, des mastodontes, il y a des grands paresseux, eh bien elle est tellement massive que ça a peut-être provoqué un petit âge glaciaire. Je vous explique. Les gros mammifères, ça rote et ça pète. Et les gaz d'euro et de paix, ça fait des gaz à effet de serre. Eh bien, il semblerait que dans une étude qui a confirmé, je vous l'accorde, qui est sortie il y a 1 an et demi maintenant, voire 2 ans,
de l'Académie américaine, eh bien, ils ont détecté dans les carottes de glace qu'il y avait une petite variation climatique qui est corrélée à l'extinction massive de ces grandes faunes à cette époque-là. À confirmer. Mais ça montre bien qu'il n'y a pas qu'aujourd'hui que nous avons un impact sur l'environnement. Et si déjà, alors que nous sommes à peine quelques millions à cette époque-là, avec le taux d'extinction que nous imposons, nous sommes capables d'avoir un effet immédiat sur les biodiversités et, par conséquence, en partie, peut-être sur le climat, mais en tout cas même sur les équilibres écologiques, il est très clair que ce que nous avons fait alors que nous étions que quelques millions, avec une plus grande biodiversité, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui alors que nous sommes 7 milliards 300 millions, sans compter nos voitures et tout ça. Alors ce n'est pas une démonstration, ça s'appelle une monstration d'un point de vue épistémologique, mais très clairement, on y est. Donc voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Notre évolution est absolument exceptionnelle. Nous sommes la seule espèce capable, le genre Homo est le seul genre, avec plusieurs espèces depuis 2 millions d'années, à pouvoir s'installer dans différents écosystèmes. On est bien d'accord. Mais ensuite, il y a un autre paradoxe. Le deuxième paradoxe, je vous ai dit le premier paradoxe, une seule lignée, le genre Homo, qui sort d'Afrique et qui se répartit sur l'Europe et l'Asie, et bien sûr l'Afrique. Et nous éliminons les autres. Le deuxième grand paradoxe dans tout ça, c'est que notre espèce Homo sapiens, mais cette fois-ci que notre espèce, et la version récente, entame une expansion avec des migrations et des navigations comme jamais dans l'histoire de la vie. Mais la conséquence en est que nous allons éliminer les autres hommes. Et en fait, comme je mets ici, vous voyez un petit peu le bilan de notre succès. Nous détruisons aujourd'hui les espèces dans l'ordre inverse de leur proximité avec nous. Les autres hommes, les grands mammifères, aujourd'hui c'est les grands singes, qui sont quand même nos frères et nos cousins d'évolution dans la nature actuelle. Voilà où on en est aujourd'hui, et ça va malheureusement extrêmement vite, et il serait grand temps que nous réagissions rapidement, car mesdames et messieurs, notre succès actuellement et nos impacts sur la biodiversité nous amènent à un état de la nature d'il y a 300 millions d'années, puisque nous avons éliminé toutes les espèces les plus proches de nous. Donc c'est comme si nous étions en train de revenir à l'ère primaire, puisque nous éliminons les poissons, nous éliminons les oiseaux, les mammifères. C'est catastrophique, et ça, je ne vois pas comment les générations futures vont s'en sortir. Les bactéries, ça ira. Donc, voyez l'évolution extrêmement rapide de notre espèce maintenant récemment, c'est qu'en effet, au moment de la naissance de Charles Darwin, nous étions 1 milliard. Au moment de l'origine des espèces, la publication, nous sommes 1,3 milliard. Naissance de Claude Lévi-Strauss, parce que ça, c'est dans mon livre de Darwin et Lévi-Strauss, qui décrit cette expansion extraordinaire, mais l'érosion des diversités, nous sommes 1,7 milliard. L'année de la publication de Trisotropique, qui est ma naissance, 2,6 milliards. Et au moment de la mort de Claude Lévi-Strauss, nous sommes 3 fois plus nombreux. Depuis que je suis né, mesdames et messieurs, la population mondiale a été multipliée par 3. Je ne suis pas le seul responsable. Mais en plus de ça, notre empreinte écologique moyenne a été multipliée par 100. Donc notre impact physiologique sur la Terre a été multiplié par 300 en 50 ans. Enfin 60 ans. Je ne vais pas mentir sur mon âge. Bon. C'est énorme. C'est absolument énorme. Et le taux d'extinction des biodiversités autour de nous est 1000 à 10 000 fois supérieur, parce qu'on voit disparaître. Alors vous savez, il y a eu un rapport récent de l'ONU sur la division pour l'environnement, qui dit que la moitié des espèces sauvages ont disparu. Non, ce n'est pas ça. Hein, les médias ont mal compris. C'est la moitié des effectifs totaux des espèces sauvages qui ont disparu. Donc, ce qui veut dire qu'on a quasiment toujours le même nombre d'espèces. Il n'y a pas beaucoup d'espèces qui ont disparu. Mais elles sont toutes au bord de l'extinction. C'est-à-dire que quand ça va basculer, on va être dans un état écologique que personne n'a jamais connu. Donc nous sommes au bord du gouffre. D'accord, hein? C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et quand les déséquilibres s'installent, on ne peut plus rien faire. Et là, c'est extrêmement inquiétant. Je ne suis pas du genre à vous faire peur, mais parce que j'ai des enfants et des petits-enfants, mais il va falloir que l'on comprenne que nous entrons dans un monde dont nous sommes responsables et qui va connaître une évolution donc extrêmement rapide. Donc pourquoi préserver les diversités? Parce qu'effectivement, tout ça, ce sont des mondes et des trésors qui ne sont pas connus et qui seront bien sûr utiles. N'en déplaise au transhumanisme qui croit tout résoudre par les technologies, nous sommes encore des êtres biologiques qui dépendent évidemment de toutes les diversités, notamment des plus infimes. Un bon exemple, vous savez qu'on vient de découvrir l'importance, enfin depuis quelques années maintenant, du microbiote, c'est-à-dire vos faunes intestinales et tout ce que vous avez comme micro-organismes autour de vous. Et aujourd'hui, la médecine l'utilise. Donc il ne faut pas croire que nous sommes sortis de l'évolution. Nous avons besoin des biodiversités et même des plus infimes. Aujourd'hui, vous avez, ce que je ne vous souhaite pas, une très grosse opération viscérale. Vous savez que
grâce à la microchirurgie, donc, on évite donc, des traumatismes en termes d'intervention, hein, mais également on réinstalle la matière fécale et vous ressortez de l'hôpital frais comme un gardon. Hein. Donc il va falloir retrouver, non pas l'harmonie, ça c'est des théories sympathiques mais qui n'apportent pas grand-chose, mais retrouver ces principes de coévolution et toutes les diversités domestiques et autres. Par exemple, quand nos ancêtres en Europe occidentale, enfin le Proche-Orient, décident de boire du lait, je peux vous dire, c'est écrémé, pardonnez-moi l'expression, chez les enfants qui n'avaient pas les bons gènes. Donc, une partie de nos systèmes génétiques viennent des choix alimentaires de nos ancêtres. Donc, nous continuons à évoluer. Et donc, nous avons 3 coévolutions à laquelle nous sommes confrontés, mesdames et messieurs, qu'il va falloir bien comprendre. C'est que nous continuons à coévoluer avec les biodiversités, mais si nous continuons à les détériorer, nous mettons en danger notre propre évolution, notamment des générations futures. Deuxièmement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos choix alimentaires et culturels sont aussi un facteur de sélection et de coévolution, et qu'aujourd'hui nous entrons dans une nouvelle phase de l'humanité, qui est la coévolution avec la technologie, ce qu'on appelle le transhumanisme, où là effectivement, alors il ne faut pas croire que l'une efface l'autre. Ça va devenir de plus en plus complexe, également avec certainement, j'espère, d'autres promesses si on prend conscience de l'évolution. Donc voilà le parcours que je voulais vous proposer, avec des données extrêmement récentes, dans un monde aujourd'hui qui bouge extrêmement vite, et de bien faire comprendre qu'effectivement, être migrateur et navigateur, c'est dans nos gènes, entre guillemets, mais que ce formidable succès qui a été celui de notre espèce jusqu'à aujourd'hui, eh bien, fait en sorte que, effectivement, nous nous mettons nous-mêmes en danger si nous ne sommes pas capables de comprendre que toutes nos technologies, toutes nos diversités n'auront pas grand sens pour les générations futures si on ne comprend pas l'évolution. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Ah, bah, Monsieur Pascal Pic. Ne vous approchez pas trop de moi parce que vous m'intimidez. Ouais, je suis pas Yeti quand même. Non, non, je vous aime beaucoup. Mais c'est intimidant. Oui, merci. C'était excellent et on aurait passé la nuit avec vous, n'est-ce pas? Voilà. Donc, non, c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas vous rapprocher. Non, non, mais madame me comprend très, très bien. N'est-ce pas? Parce que la compagne de monsieur Pic est là, donc je ne peux pas peut-être me permettre de... Mais non, non, c'est juste intellectuel. Hein. Donc voilà, c'était excellent. Et nous allons passer à la question que vous nous avez demandé de vous poser, parce que nous n'avons plus trop le temps aux questions. Bon, je veux bien... Alors, s'il y a des personnes qui veulent poser leurs questions, je ne peux pas vous frustrer. Je vous demande, parce que vous avez beaucoup parlé de l'évolution, donc vous allez avoir le samedi 30 mai, à 14 h, une rencontre sur les nouvelles expéditions qui étudient des espèces qui n'ont pas été trop étudiées. Donc il y a l'expédition du côté du Vanuatu qui s'appelle la planète revisitée et les expéditions Tara qui ne cessent pas d'évoluer. Donc voilà, c'était pour compléter vos interventions tout à l'heure sur Darwin. Donc le 30, voilà, mais vous avez tous pris le programme, n'est-ce pas? Donc page 14, comme ça je vous aide un peu. Quoi dire? On est sous le choc de tout ce que vous venez de nous raconter. Merci beaucoup, beaucoup, parce que vous nous avez éclairés. Vous avez aussi tenté de nous ôter des préjugés. Et c'est pour ça que du coup j'insiste, parce que comme on ne peut pas vous emmener avec nous, vous nous avez aussi écrit des livres. Et donc, évidemment, je ne peux qu'encourager tout le monde d'aller fréquenter les bibliothèques, parce qu'on ne peut pas tout acheter, mais d'acheter quand même un petit peu, si vous pouvez, pour avoir les livres chez vous. Voilà, ça nous permettra de réviser tout ce que vous nous avez dit. Alors, si je peux me permettre pour préciser pour les livres, c'est basé sur mes 2 derniers livres. L'un qui est de Darwin à Lévi-Strauss, L'homme et la diversité en danger, où c'est le seul livre qui parle des 3 diversités, donc naturelle ou sauvage, domestique, bien sûr, et linguistique et culturelle. C'est pour ça que ça s'appelle le Darwin à Lévi-Strauss. En plus, on voyage avec eux en croisant leur biographie, ça n'a jamais été fait. Et en ce qui concerne la dernière phase de l'évolution et de l'expansion de la ligne humaine,
Ça s'appelle Le retour de Madame Néandertal et Comment être sapiens. En fait, c'est les lettres persanes, inspirées de Montesquieu, mais où j'ai remplacé les Parisiens par Homo sapiens et nos chers persans par Madame de Néandertal. Et en fait, c'est un livre qui vous explique également ce qui est en train d'arriver en termes de changement avec la troisième coévolution qui se met en place, mais qui reprend ces migrations avec les dernières données que j'évoquais tout à l'heure, notamment sur la paléogénétique, qui sont extrêmement récentes. Donc, il faut les deux. Hein. Bon, place aux questions. Nous allons avoir... je vous ai vu, monsieur, là-bas. Alors, je nous donne jusqu'à moins le quart. Pardon, mes collègues techniciens. On va vous prendre un peu de temps. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez dit que les singes, dès qu'ils ont pu grimper dans les arbres, ça y est, les arbres étaient à eux. Je voudrais savoir premièrement, comment ils ont pu se rivaliser avec les félins, qui, à mon avis, il y a quand même des félins qui grimpent allègrement. Et je pense qu'aujourd'hui, les singes ont quand même peur de certains félins. Bien sûr. Genre puma. Deuxième, je ne parle pas de combat de boxe, hein, je parle de domination écologique, c'est pas la même chose. Hein. Mais je répondrai en détail. Et deuxième question, en ce qui concerne les autres hominidés qui apparemment auraient été éliminés vers, vous nous avez dit, vers 2 millions d'années. Entre 2 et 1 million d'années, oui. Voilà, Ça dépend lesquels. À peu près. Pour quelles raisons les autres espèces d'hominidés, parce qu'il y avait sûrement des contacts quand même à la marge, pour quelles raisons n'ont-ils pas pu bénéficier des avancées éventuellement que l'espèce Homo, je crois que c'était habilis, hein, a pu avoir c'est autour de ça, oui, tout à en fait. partageant le feu éventuellement pour manger des tubercules, parce qu'apparemment c'est ça qui a été le déclencheur de grossissement des cerveaux. Alors rapidement, lorsqu'on revient au début de l'ère primaire, je vous l'ai dit, se met en place une des périodes les plus chaudes qu'on ait eues sur l'histoire de la Terre. On a eu des plus chaudes avant, mais en tout cas pour les périodes récentes, mais enfin on est quand même autour de 65 millions d'années. Et là donc vous avez un déploiement d'une coévolution qui est absolument formidable d'ailleurs, avec le déploiement ce qu'on appelle les angiospermes, les arbres et les plantes à fleurs et à fruits. Et les plantes à fleurs vont coévoluer avec les insectes butineurs. Donc on se rend des services. Et puis une fois que la fleur est butinée, ça fait un fruit. Et là, c'est les singes qui déboulent. Donc tout le monde se rend service, inconscient évidemment. Donc tout ça, c'est un système extrêmement complexe. Mais alors, au début de l'ère tertiaire, il n'y a pas évidemment que des primates. On ne parle pas de singes encore à l'époque, ce sont des primates, dont très peu survivent aujourd'hui par rapport à ces lignées qui étaient beaucoup plus florissantes à cette époque-là. Donc il y a ce qu'on appelle les adapiformes, enfin les adapiformes, pardon, etc. Par exemple, il reste aujourd'hui ce qu'on appelle les lémures volants, qui sont il reste que quelques espèces, elles sont rares en Indonésie. Il reste par exemple les tarsiers, qui sont un groupe très particulier, qui est plus proche d'ailleurs des singes, qui lui est du côté donc, de l'Indochine aussi, enfin en tout cas l'Asie du Sud-Est. Et il y a également les lémuriens donc, de Madagascar, qui eux ont eu la bonne idée de s'isoler à Madagascar. Je vous ai dit que Madagascar, les hommes sont arrivés très tard. C'est surprenant, hein, pourtant c'est immense, hein, Madagascar. Hein. Et donc c'est bien plus grand que la France, mais voilà, tout le monde est passé à côté. Et là, les lémuriens plus déployés, il y a eu d'ailleurs des formes géantes. Mais à côté d'eux, bien sûr, il y avait d'autres formes. Parmi des ancêtres des Plésiadapiformes, si j'ai bonne mémoire, il y a ce qu'on appelle les bush babies en anglais, c'est-à-dire les souris lémuriennes. Donc c'est un groupe aussi qui est très peu représenté aujourd'hui et qui était beaucoup plus florissant à cette époque-là. Et un autre groupe est proche, ce sont les chauves-souris. Hein. D'ailleurs, le grand Jean-Baptiste de Lamarck avait, ou même Linné, je crois que c'est même Lamarck, mais surtout Linné, je crois, avait classé les chauves-souris avec nous. Hein. On est des groupes voisins. Donc il y a plusieurs lignées qui investissent le monde des arbres, ça je vous l'accorde, mais il est très clair qu'à partir de l'Éocène, donc c'est-à-dire là on est autour de 40 millions d'années, quand les singes vraiment commencent à se profiler, entre 50 et 40 millions d'années, on n'est pas tous d'accord. D'ailleurs, un très beau fossile de transition discuté, ça je vous l'accorde, a été trouvé récemment en Allemagne, enfin il y a 2 ans en Allemagne. Il s'appelle Darwinius, d'ailleurs, c'est très intéressant. Et là, une fois qu'on arrive dans la couronne des arbres, on évacue tout le monde. Ça c'est très clair. On évacue tout le monde. Quand les singes arrivent, leurs cousins primates
eux vont s'adapter au monde de la nuit, donc ce sont les loris, les galagos, etc. Les chauves-souris, s'occupent la nuit. Et puis en plus, nous les singes, on a une particularité. Nous sommes les seuls mammifères qui vont retrouver la vision diurne, avec 3 couleurs, alors que les autres ne voient que sur 2 couleurs. Donc nous allons nous installer dans les niches écologiques, de jour, dans la couronne des arbres, et à partir de là, personne ne va nous déloger. Alors, ça ne marche pas dans les forêts tropiques, dans les forêts plus au nord, parce qu'il y a les écureuils. Mais je rappelle que les singes, je vous ai dit, jamais sans mon arbre. Je ne vous ai pas dit une autre raison, c'est que les singes dépendent des arbres tout au long de l'année pour leur nourriture. Donc ils ne peuvent vivre que dans des forêts qui fournissent à minima des feuilles, ou produisent des feuilles à minima tout au long de l'année, si ce n'est des fruits, bien sûr, des fleurs et des insectes. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et à partir de là, donc, personne n'est venu nous chercher dans la couronne des arbres. On domine vraiment le monde des forêts. Et ça sera pareil pour les singes d'Amérique du Sud. Alors l'Amérique du Sud était complètement isolée pendant cette période-là du début de l'ère tertiaire. Il y avait des faunes de marsupiaux, il y en a toujours d'ailleurs, des marsupiaux, comme en Amérique du Sud. Et comment les singes vont arriver en Amérique du Sud, qui est complètement isolée? Eh bien en radeau. C'est une migration dont je ne vous ai pas parlé, mais là, elle n'est pas volontaire, puisque les singes d'Amérique du Sud ont 36 dents, nous en avons 32, hein. Tous les macaques, babouins, singes, gorilles, vous pouvez les vérifier, 32 dents, tandis que ceux d'Amérique du Sud en ont 36. Alors, sauf d'autres qui ont 32, mais pour une autre raison. 36 dents. Or, les seuls ancêtres de ces singes d'Amérique du Sud, ils sont en Afrique, à côté de la Gitopithecus qu'on a vue. Donc, mais là, vous voyez l'importance de la vicariance. On trouve les ancêtres des singes d'Amérique du Sud en Afrique. Poum. Mais je vous ai parlé des capybaras tout à l'heure, des rongeurs, qui sont des placentaires comme nous. Eh bien, sur le même radeau, il y avait les ancêtres des rongeurs d'Amérique du Sud. Et puis, comme les singes et les rongeurs sont aussi des radeaux pour les parasites et les puces, eh bien, on retrouve les ancêtres, enfin les espèces sœurs des puces et des parasites en Afrique. Donc voilà comment, avec des bonnes méthodes de classification, on est capable de restituer ce qu'étaient des migrations, même si on ne sait pas comment elles sont faites. Mais alors, on a observé de grands radeaux comme ça, c'est-à-dire ce sont des fausses berges à l'embouchure des grands fleuves africains, où là, évidemment, les animaux viennent beaucoup près de l'eau, vous imaginez bien, et puis s'il y a une tempête, etc., ben, comme un iceberg, sauf que c'est une berge d'entrelacs végétaux qui se détache et qui va naviguer à travers l'Atlantique, et nos amis géologues ont constitué les courants océaniques, donc ils ont pu... Et quand les singes sont arrivés là, pareil, hein, même scénario, ils ont viré tout le monde de la couronne des arbres, hein, il n'y a que nous. Sauf le paresseux qui s'est mis à l'envers, là, ils se sont dit, celui-là, il s'est soumis, on laisse tomber. Donc, enfin, je caricature bien sûr. Mais en tout cas, à part le paresseux, c'est tout. Maintenant, pour les dernières hominidés, effectivement, c'est une vraie question. Une vraie question. Qui a inventé l'outil de pierre taillée? Évidemment, on dit toujours que c'est Homo, par conservatisme. Mais on sait que chez les chimpanzés actuels, ce sont les femelles qui sont les plus douées pour utiliser des outils, notamment pour travailler les végétaux et non pas la viande, et que des éclats ont pu se détacher. Il est possible que les premiers hommes aient piqué les outils en observant les australopithèques. Ça, c'est une hypothèse tout à fait recevable. Vous avez tout à fait raison, parce qu'on sait qu'ils utilisaient des outils des australopithèques. Maintenant, pour le feu, effectivement, il n'y a que l'homme. Là, dans l'état actuel des choses, il n'y a que l'homme. Et évidemment, il n'est pas certain que quand, comme dans le livre de la jungle, avec le roi Louis, les grands singes aient envie d'utiliser le feu, en tout cas dans la nature. Mais en captivité, on a vu des singes jouer des allumettes. Hein. Pour faire des conneries, ça faire, c'est comme nos enfants. Mais en tout cas, dans la nature, donc, on n'a jamais vu, mais il est sûr qu'à partir de là, en plus, c'est comme aujourd'hui, hein, vous savez, les innovations arrivent par paquets, hein, ce qu'on appelle les convergences d'innovation, qu'on appelle en économie les synthèses créatrices avec Schumpeter, mais qui a tout pris chez Darwin au passage, mais c'est le même processus, hein, qu'on retrouve. C'est-à-dire que vous avez le feu, mais vous avez le langage, vous avez les outils, vous avez des représentations du monde, vous avez des colorants. Donc en fait, ce n'est pas qu'une technologie. Vous avez un ensemble de facteurs sociaux et cognitifs qui interviennent en même temps et qui font que vous passez d'une petite invention sympathique à vraiment une adaptation qui vous amène à changer le monde, en tout cas à avoir une adaptation et à avoir une meilleure représentation dans le monde. On ne sait pas, monsieur. À les emmerder, attendez, on a pris toute la place. Non, mais attendez, je vous l'ai dit, nous sommes une espèce qui prend une énorme place écologique et effectivement, quand on se sépare de l'autre lignée venue des australopithèques vers 3 millions d'années, pour être d'accord, effectivement, ceux qui n'ont pas divergé assez vite, ils vont être en compétition avec nous. Et ce qui va se passer entre Néandertal et nous? Néandertal n'aura pas le temps d'avoir de nouvelles adaptations comportementales, sociales, etc., qui font que nous allons participer, au bout de 10 000 ans, au fait qu'ils vont subir la pression
de concurrence avec nous. Et Néandertal, on voit, leurs habitats se recroquevillent et ils disparaissent. Donc c'est la compétition écologique, hein, évidemment. Et les seuls qui vont résister plus longtemps, c'est les descendants de Lucie, qu'on appelle les Australopithèques robustes, eux qui vont devenir beaucoup plus spécialisés dans les nourritures coriaces, mais eux qui mangent cru. Et donc, de fait, comme ils ont beaucoup plus divergé écologiquement, ils seront moins directement en compétition avec nous, mais au bout d'un moment, ils finiront par disparaître. Mais ceux qui sont très proches de nous, comme les Homo habilis et Homo redolfensis, eux, leur sort est scellé vers entre 2 millions et 1,5 million d'années. Ah là, c'est fini, non? Bah non, on n'a pas les traces, là. Non, non. Non, il ne pouvait pas y avoir de relations sexuelles entre... Ah si, si. C'est ça que je veux dire. Les hominidés sont des pervers, mais... Quand vous dites qu'ils ont disparu, ils ont pu se mélanger. Non, 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 on a les fossiles, d'un seul coup, on n'a plus rien. Donc ils ont tellement divergé que c'est plus possible. Bon, encore une question, mais attention, on ne va pas refaire une conférence. Non, non, non. D'accord. Alors, une question courte et une super réponse. Bonsoir, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous savez de ce vieux crâne qu'on a trouvé au Brésil et dont on a reconstitué la face, et que c'était une femme qui avait les mêmes traits que les gens les Australiens indigènes? Absolument. Ben voilà, ben c'est certainement ce mouvement, comme je vous disais. On trouve des crânes. Merci de le rappeler, parce qu'il y a des choses au Brésil et au Venezuela. Alors, par exemple, les populations préhistoriques du Venezuela, qui étaient d'ailleurs de très bons chasseurs, 27 000 ans à peu près, si je ne me trompe pas, de mastodontes, eux, ils ont des traits qui évoqueraient plutôt l'Afrique. Et il y a ce crâne, vous avez raison, monsieur, effectivement, qui évoque plutôt les aborigènes. Donc, c'est arrivé certainement des deux côtés. Donc, il faudrait confirmer avec de l'ADN. Le problème, c'est que là, on est dans des milieux et des climats chauds et que l'ADN se conserve très mal. Mais je ne dis pas que c'est une preuve, mais en tout cas, il y a de plus en plus quand même d'éléments qui vont dans le sens de peuplement de l'Amérique du Sud. Les uns venant certainement peut-être par les Açores, etc., depuis l'Afrique, d'autres peut-être depuis l'Australie. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la représentation du bateau dans le Kimberley qu'on retrouve en plein milieu du Mato Grosso. Mato Grosso, les datations à Pedra Furada, c'est 55 000 ans. 55 000 ans, mesdames et messieurs, on n'a pas posé les pieds, nous, les Homo sapiens, encore en Europe. Donc, voilà, donc, oui, oui, tout à fait, ça avance dans ce sens-là, et il est très louable, d'ailleurs, que des écoles d'anthropologie et d'archéologie d'Amérique du Sud revendiquent et sortent des oukases imposées par l'Amérique du Nord. Oui, oui, donc je crois qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Hein. Une dernière question. Je crois qu'il y avait monsieur devant, là, non? Ah non, j'ai cru. Alors, une seule, d'accord. Non, non, pardon, il faut que vous parliez dans le micro, monsieur. Alors, juste, la première, techniquement, comment c'est refroidi parce que l'Antarctique s'est séparé comment ça a créé un refroidissement? Ah bah écoutez, l'Antarctique est un socle, évidemment, qui est une plaque, hein, se place au pôle sud, et ensuite autour, ce qu'on connaît par les grands navigateurs, les 40e et les 50 ans rugissants et ces vents violents, donc qui font un isolat, et donc du coup vous avez une immense calotte glaciaire qui s'accumule, baisse du niveau des mers et ça refroidit la Terre. Et en ce qui concerne maintenant l'Arctique, ben ça se met en place vers entre 5 et 3 millions d'années. Je vous ai dit que l'Amérique du Sud était une super île, sous-continent qui dérivait depuis l'Antarctique vers l'Amérique du Nord, mais elle ne le savait pas. Hein. Et en fait, il y avait un courant océanique qui passait là où on a l'Amérique centrale. Et quand l'Amérique du Sud va retrouver l'Amérique du Nord, donc l'immersion de l'isthme de Panama, eh bien là, vous avez le Gulf Stream qui se met en place, le Gulf Stream qui remonte le long des côtes d'Europe, comme vous le savez, et qui, en plongeant dans l'Atlantique Nord, emmène de la chaleur et du sel, et ça refroidit donc l'Atlantique Nord, et c'est là qu'on rentre dans les âges glaciaires, et cette fois-ci, ça se joue à 2 glaçons. Merci, merci à vous, monsieur Pascal. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous d'être venus.